Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce petit épisode en différé, parce qu'on a l'habitude d'avoir du retard, hein, bien vu, bien évidemment. Donc on est en live sur YouTube et sur Discord pour un épisode en lien avec la discussion de la semaine, c'est-à-dire l'ostéopathie éclairée par la psychologie. Donc on aura Franck qui est avec moi et Arthur qui est sur Discord aussi, mais que vous entendrez dans ce live pour... parler de ce thème-là. Donc on aura plusieurs points à aborder. Mais avant tout, je voudrais vous parler de petite collaboration qu'on met en place avec nos amis d'Ostéopathe Pro qui, grâce à un super code promo, parce qu'on est des super influenceurs, vous permet d'avoir une réduction sur leur site pour l'achat du coup d'un pack d'installation. Donc le code promo, on va vous le mettre soit en commentaire ou vous le retrouvez directement sur Discord. Donc ça permet une réduction. En fait, c'est le pack installation qui est de base à 199 va passer à 149 euros. Le code promo, c'est normalement pack de 2 mains, comme un pack et de 2 mains, tout attaché, qui vous permet du coup d'avoir une réduction sur tout ça, pour avoir du coup moins 40 euros sur le pack. Donc vous aurez toutes les infos sur le site Ostéopathe Pro. Je vais également mettre le lien pack installation cabinet, comme ça vous avez directement toutes les petites infos de ce pack là. Aujourd'hui, ostéopathie et psychologie. On va commencer par tout ça. Je te laisse faire le début, la présentation. Tu as quelques définitions du coup à nous transmettre. Tu as différentes petites choses à nous expliquer sur la psychologie. Ouais, alors pour commencer, juste, je suis non expert en fait, je suis pas psychologue, donc ça je le précise, dans le sens où c'est simplement quelque chose qui m'intéresse, c'est plutôt un domaine de passion. Donc je vais volontairement pas rentrer dans des détails pointus, parce que sinon je vais dire des bêtises. Et de même, du coup, s'il y a des psychologues qui passent par là, un de ces quatre, et qui relèvent une bêtise, qu'ils n'hésitent pas du coup à le mentionner, j'en serais ravi. Voilà, oui. Important. Arthur, est-ce que... Tu veux te présenter directement, Arthur, et comme ça on peut enchaîner sur... Comme vous voulez, ce que j'allais dire, Franck, c'est vrai que tu t'es même pas présenté au-delà de ça. Ah parce oui que ça y est, maintenant tu es un membre actif d'Ostéopathe Demain. Ah oui, je suis un membre de l'équipe Ostéopathe de Demain et je suis ostéopathe depuis 2016, voilà. Vas-y Arthur. Qui es-tu, Arthur ? Arthur que vous ne voyez pas mais qui est présent. Vous avez la petite vignette dans ce cadre-là où quand Arthur va parler en tout cas. Donc Arthur, est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Et du coup, moi je suis ostéopathe depuis cette année, diplômé en juin 2023. Et je réalise un parcours scientifique en parallèle, notamment un master en biologie. Voilà, succinctement, je suis passionné par la recherche et je passe mon temps sur PubMed. Donc comme le disait Franck, aujourd'hui c'est plus une intervention de gens intéressés que de gens qui ont les connaissances. Je pense que les compétences et l'application réellement, en tout cas moi je ne l'ai pas. Mais l'intérêt est présent et c'est surtout ça qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui. On peut commencer peut-être par des définitions importantes sur ça ? Je pense qu'on va commencer par les définitions, ouais. Donc dans l'idée, la psychologie, un psychologue en fait finalement c'est un chercheur finalement. Donc la psychologie c'est le domaine qui étudie finalement les comportements humains, les processus mentaux, les émotions. Et en fait, du coup, de manière assez confuse, on définit comme psychologue les gens qu'on rencontre en cabinet. Et ça, en fait, c'est simplement une spécialisation de la psychologie qui est la psychologie clinique. Mais il y a plein d'autres formes, du coup, de psychologie. On va voir la psychologie, par exemple, expérimentale, donc ça, on va la détailler un petit peu tout à l'heure. On va avoir la psychologie sociale, qui est notamment connue à travers les expériences de Milgram, me semble-t-il, de mémoire. Et on va avoir aussi ce qu'on appelle la neuropsychologie. Donc là, ça va plus s'intéresser au rapport entre justement les fonctions mentales et le cerveau. Donc c'est notamment utilisé pour déceler finalement les déficits qu'on peut obtenir après des AVC ou lors de troubles neurodéveloppementaux comme l'autisme, le TDAH, les troubles 10. Voilà. Mais du coup, souvent, effectivement, on a tendance à penser que la psychologie ne se résume qu'à la psychologie clinique. Et en fait, du coup, les psychologues cliniques, c'est justement des psychologues qui font de la psychothérapie. Donc la notion de différence, elle est là, c'est que la psychothérapie, en fait,
c'est une thérapie qui vise à traiter des troubles mentaux en utilisant des outils qui sont issus de la psychologie. Donc en gros, ils utilisent des outils qui ont été éprouvés, normalement, pareil, on était là, du coup, pour prendre en charge des patients avec des troubles. Et alors, il y a des cadres spécifiques parce que la psychothérapie, il y a encore un petit moment, le titre n'était pas réglementé, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait poser en fait, le titre de psychothérapeute sur sa plaque. Et en fait, depuis 2004, c'est réglementé. Alors, c'est effectif en 2010, donc du coup, ça a mis un petit peu de temps. Donc, c'est seulement depuis 2010, on va dire, officiellement que c'est réglementé. Donc, pour être du coup psychothérapeute, il faut être soit justement détenteur d'un diplôme en médecine, soit détenteur d'un master en psychologie, ou soit, et ça c'est une particularité française, détenteur d'un master en psychanalyse. Voilà. Donc, c'est un peu particulier. Qu'est-ce que je peux rajouter là-dessus ? Oui, voilà, donc je reviens sur le fait que du coup, la psychothérapie est un titre réglementé, la psychologie est également un titre réglementé, la psychanalyse n'est pas un titre réglementé en France, malgré l'existence d'un master en psychanalyse. Donc en fait, la réglementation de la psychothérapie, ça a surtout servi du coup à plein de thérapeutes pas assez formés de mettre des plaques et de prendre en charge des gens. Et notamment, en fait, pour se former en psychanalyse, le critère de base en France, c'est simplement de suivre soi-même une psychanalyse. Et du coup, il y a plein de gens qui étaient en reconversion, qui faisaient par exemple n'importe quoi avant, on peut imaginer tous les métiers possibles, qui faisaient une reconversion en faisant une psychanalyse eux-mêmes, et après, du coup, ils étaient psychanalystes et ils prenaient des patients. Donc, en fait, cet encadrement de la psychothérapie a permis d'éviter ça. Ok. Voilà. Ok. J'avais la petite fiche de questions. Est-ce que Tu l'as plus. Non, je ne l'ai plus. Hop là, c'était où ? Les différents courants. Ouais, il y a différents courants particuliers à noter. Est-ce que Ouais, je t'écoute. Ouais. Alors, je précise aussi un truc. N'hésitez pas. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde ou pas. N'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions, parce que je risque de débiter. Voilà. Alors, il y a beaucoup. Il y a une chose de chat pour ça. Ouais, il y a le chat, il y a tout ça. C'est pour ça que on l'a affiché sur plusieurs écrans. Ouais. Et pareil, du coup, si toi, Clément ou Arthur, vous avez des questions, des précisions, des trucs, je suis tout oui. Donc, du coup, il y a différents courants de pensée dans la psychologie. Alors là, je vais pas toutes les faire parce qu'il y en a beaucoup trop. Et encore une fois, je suis non expert. Je vais en citer surtout 4. Donc, au début, je vais parler du behaviorisme, donc en fait, qui est connu aussi sous le nom de comportementalisme. Donc, en gros, le comportementalisme, c'est la branche de la psychologie qui s'intéresse au comportement, oui. Du coup, à leur conditionnement et à l'apprentissage. Et surtout à l'apprentissage par le conditionnement. Donc, en gros, le nom le plus connu du coup, de la psychologie comportementale, c'est Pavlov. Donc, il y en a plein d'autres, bien sûr. Mais Pavlov, donc, pour rappel rapide, c'est le scientifique qui nourrissait un chien, mais qui au préalable faisait sonner une cloche. Et en l'occurrence, il se trouve que le chien, à un moment donné, se met à saliver au simple son de la cloche, puisqu'il l'associe du coup au fait qu'il va manger. Et Pavlov, comme il n'était pas sympa, il poussait le vice jusqu'à ne pas donner la gamelle au chien, et le chien salivait quand même comme un ouf. Donc du coup, on peut littéralement pousser un comportement par du conditionnement. Okay. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est développé dans tout le début du XXe siècle, et ça avait vraiment la cote, entre guillemets, dans la psychologie scientifique. Et en parallèle, du coup, on avait le cognitivisme qui se développait, et le cognitivisme, au contraire, ça avait pas trop la cote, parce qu'en gros, dans le cognitivisme, il considérait en gros qu'il fallait étudier les processus mentaux de l'individu. Donc je les énumérerai tout à l'heure, mais en gros le problème des processus mentaux, c'est qu'ils se passent dans la tête. Et ça, en fait, c'est pas observable. Ce qui, finalement, dans une méthodologie scientifique, c'est un peu dommage. Donc on peut observer un chien qui salive, mais on ne peut pas observer un processus cognitif chez quelqu'un qui prend une décision ou va adopter un comportement. Donc pendant très longtemps, ça a été un peu mis au ban en fait, par la communauté scientifique. Il y a même finalement des comportementalistes qui étaient un peu extrêmes,
qui ont considéré que finalement la cognition ça n'existait pas et que c'était ni plus ni moins qu'un comportement. Comme ça on rafle tout et on simplifie le problème. Et en fait, donc pour répéter, le cognitivisme c'est vraiment l'étude de ces processus mentaux. Donc les processus mentaux, il y en a plein. Là, je les ai notés. Donc il y a la mémoire, il y a la perception, il y a le langage, il y a l'attention, il y a les émotions, il y a l'intelligence, le raisonnement, la résolution de problèmes. Il y a un paquet de trucs. Et en fait, ça a surtout eu un énorme boom en 1950 à peu près. Et en fait, c'est simplement corrélé avec l'émergence de l'informatique. Ça paraît bête, mais en gros, l'informatique a grandi aussi avec l'élaboration de modèles de langage informatique. Et du coup, les modèles de langage informatique ont inspiré du coup les cognitivistes qui se sont dit ah bah tiens, si le cerveau humain fonctionnait comme un ordinateur, on entre un input, il y a un output qui sort. Et ils se sont dit tiens, on va modéliser beaucoup de trucs sur la cognition avec finalement le langage informatique. Donc ça c'est un modèle. Donc encore une fois, il y a des cognitivistes extrémistes. Alors le mot extrémiste, là je l'utilise avec abus de langage, mais il y a des cognitivistes extrémistes qu'on appelle les computationnistes, qui eux considéraient que le cerveau était juste un ordinateur ultra compliqué, et du coup c'est plus compliqué que ça dans les faits. Voilà. Et du coup, si on mélange le comportementalisme et le cognitivisme dans les psychothérapies, sur le plus long terme, ça apparaîtra dans les années 70 je crois, et on aura les TCC qui vont émerger, donc les thérapies cognitives ou comportementales. Mais ça on en reparlera plus tard des psychothérapies. Donc un autre courant du coup qui est ultra connu. J'arrive. Ouais, vas-y. Un autre courant du coup qui est ultra connu en France et particulièrement en France du coup, c'est la psychanalyse. Oui. Donc la psychanalyse, finalement, qu'est-ce que ça postule ? Ça postule qu'il y a un déterminisme du coup psychique. Donc c'est-à-dire qu'en gros, nos émotions, nos comportements, nos pensées, en fait, elles sont déterminées par quelque chose. Et ce quelque chose qui déterminerait du coup nos pensées, en fait, ce serait l'inconscient, donc le fameux inconscient freudien. Et en fait, du coup, le but d'une psychanalyse, quand elle est une thérapie, parce qu'il n'y a pas que de la thérapie en psychanalyse, il y a d'autres trucs. Le but d'une thérapie en psychanalyse, c'est d'accéder à cet inconscient. Et pour ça, il y a diverses méthodes qui ont été essayées. Il y a notamment l'association libre de mots. Donc en gros, le psychanalyste va écouter son patient parler et il va prendre des mots à la volée et en faire une interprétation. On va avoir l'interprétation des rêves aussi, qui serait le reflet de l'inconscient. Et on va avoir plus tard avec Jacques Lacan beaucoup de trucs qui sont basés sur les mots et aussi sur les lapsus et les actes manqués. Voilà. Si on fait un lapsus, c'est que notre inconscient veut dire quelque chose. Si on a un acte manqué, c'est qu'inconsciemment on voulait le rater. Bref. Et donc la psychanalyse, bien qu'elle soit très plébiscitée en France, très médiatisée, n'a pas de validité scientifique du coup. On n'a pas du tout. Et t'as une info de pourquoi ça s'est hyper bien démocratisé en France ou historiquement t'as des... Ouais, j'ai une info. Jacques, j'ai oublié son nom, c'est pas grave, on remettra dans les sources. Et Lacan ? Non, pas Lacan, c'est un... Parce que t'évoquais que ça avait intégré le côté philosophe, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a un ancien du coup psychanalyste, Jacques Moderberg, je crois il s'appelle, qui a écrit le livre honneur de la psychanalyse et qui a parlé justement un petit peu du succès de la psychanalyse en France. Ça s'est notamment fait par plusieurs choses. La première, c'est que Jacques Lacan, du coup, qui était un psychanalyste français, a été très prosélyte de la psychanalyse et notamment à l'époque a fondé sa propre école de psychanalyse en parallèle du coup de l'université de psychologie. Et en fait il avait énormément d'adhérents dans son école, si bien qu'en fait tous les ans il y avait beaucoup plus de candidatures que de places dans son école. Donc il a eu un succès de dingue et puis après il y a eu une prolifération à partir de ça. Donc encore une fois, beaucoup de gens qui étaient en reconversion, qui n'étaient pas forcément de cursus de santé. Donc il y a eu une explosion des psychanalystes.
Ensuite, la psychanalyse, comme je disais, elle avait un petit peu, elle a cette vocation thérapeutique, mais elle avait aussi une vocation un peu philosophique finalement. Donc elle a été très influente à l'époque dans les milieux littéraires, dans les milieux philosophiques, dans l'histoire, elle a été très influente. Notamment, il y a eu des échanges épistolaires entre Albert Einstein et Freud, il faut le dire. Ok. Je pourrais retrouver aussi la source pour ça. Et en fait, comme en France, on a quand même une tendance à bien aimer les intellectuels, la psychanalyse s'est frayé une place un petit peu là-dedans. Et d'ailleurs, en cours de philosophie, on a tous eu ça. En philosophie, on apprend l'inconscient. Ça a été établi dans le programme scolaire. Voilà. Ok. Et du coup, l'événement qui apparemment a été assez décisif, du coup, c'est mai 68. Car il y avait une libération sexuelle à cette époque-là, et en gros, les propos de la psychanalyse étaient très repris dans ce contexte de libération sexuelle, entre guillemets. Donc il y a eu un espèce de succès qui a été la conjoncture de politique, de culture, de plein de choses, en fait, du coup. Ok, sans finalement vraiment contrôle de la source, finalement. Enfin, je veux dire, ouais. Ça a été démocratisé sans source scientifique, quoi. C'est ça. Ok. Et on avait une petite question du coup de Clément qui demandait, hop là, si je ne me trompe pas, quelle est la différence entre, j'essaie de retourner dessus, les thérapies brèves. Quelle est la différence entre la TCC et les thérapies brèves? Alors, la TCC est une thérapie brève. Ok. Mais l'inverse n'est pas vrai. De quoi? Mais l'inverse n'est pas vrai. Mais l'inverse n'est pas vrai. Il y a plusieurs thérapies brèves. On en reviendra tout à l'heure, effectivement, mais la TCC est une thérapie brève. Les thérapies interpersonnelles, dont on va parler tout à l'heure, c'est la petite surprise de ce live, sont des thérapies brèves, mais aussi les thérapies centrées sur la personne sont censées être des thérapies brèves, alors plus ou moins, je vais en parler après. Et on a également certaines thérapies du coup systémiques, donc les thérapies familiales, qui peuvent être brèves aussi. Donc voilà, ces thérapies brèves, c'est généralement des thérapies qui sont censées durer, ce que j'ai vu globalement, entre 6 à 12 séances. Voilà. Là où une psychanalyse classique, ça se fait à... Alors c'est vraiment le gros du gros là, à 3-4 séances par an pendant quasiment 3 ans. 3-4 séances par semaine pendant 3 ans. Ah oui. Donc c'est ultra conséquent. Pour les grosses sessions c'est très très conséquent la psychanalyse. Du coup, comparé, donc c'est pas du tout une thérapie brève. Ouais. Voilà. Sinon, moi j'ai une petite question. Pourquoi, même si la psychanalyse a eu le vent en poupe en France, pourquoi, alors qu'aujourd'hui on est plus dans la preuve, pourquoi en France ça a plus de retard que dans d'autres pays? Pourquoi on reste encore sur le modèle de psychanalyse et qu'on a du mal à aller vers peut-être d'autres choses? Alors j'ai pas la réponse à ça. Je pense que c'est inertiel tout simplement. J'ai vu beaucoup d'articles qui parlaient du déclin de la psychanalyse à partir des années 90. Donc en fait nos années de naissance finalement. C'est juste que les choses prennent vachement de temps. Après, moi je vois beaucoup de choses finalement aujourd'hui qui parlent de psychologie sans parler de psychanalyse. Donc en fait... ça se fait petit à petit. Il y a même des psychanalystes qui craignent que la psychanalyse soit sortie à un moment donné du cursus universitaire. Donc c'est encore très très présent, mais ça va peut-être pas non plus perdurer extrêmement longtemps. Finalement, c'est un peu comme la mise en place du modèle EBP dans l'ostéopathie, quoi. Un peu comme la mise en place du modèle EBP dans l'ostéopathie et la persistance du coup d'une ostéopathie un peu traditionnaliste. J'ai pas les clés du maintien de l'ostéopathie traditionnaliste en France. J'ai pas la comparaison avec les autres pays anglo-saxons. Faudrait demander du coup. Dans l'étude Opéra, ils avaient l'air de citer en tout cas que l'appartenance identitaire en tout cas était jouer une importance là-dedans, que les Français ont l'identité d'ostéopathe est important pour eux, l'identité traditionnaliste est plus importante, et du coup ils ont plus de mal à passer à autre chose, non, mais à évoluer, à être progressiste, là où les anglo-saxons eux sont moins attachés à ça et sont plus attachés à être proches de la santé et du système de soins. Qui est une explication mais sans doute pas la seule, j'imagine. Et j'ai pas vu beaucoup de noms de chercheurs en psychologie français. Il y en a, je dis pas qu'il y en a pas, mais la plupart des gros noms que j'ai vus, c'est des noms à sonorité américaine, donc un peu allemande. Mais j'ai pas vu beaucoup de noms français. Et finalement, effectivement, quand on regarde un peu la littérature, il y a énormément de choses.
J'étais surpris d'ailleurs. Il y a énormément de choses de très bonne qualité, mais c'est globalement anglo-saxon, allemand, Mm. américain, et sinon la France un peu en dessous. Comme l'ostéopathie d'ailleurs, où on représente une grande majorité des ostéopathes, mais on reste en termes de publication à moins de 5% de la totalité des articles. L'Australie a 1000 ostéopathes et est le deuxième pourvoyeur d'articles en ostéopathie, par exemple. Ah oui. Ouais. Donc on a un petit train C'est- de retard, quoi. Un gros train de Ouais, retard mais là-dessus. très très gros. Après, il faut voir les modèles de financement, il faut voir comment eux sont financés. Est-ce qu'en France on a autant de moyens, autant de fonds? Je pense qu'il y a toutes ces questions à regarder aussi. Et pourquoi on a un peu de retard, enfin beaucoup de retard sur tout ça. Ça peut être aussi le côté financement de la recherche qui peut être difficile. On continue un tout petit. Est-ce qu'il y a d'autres courants Il y en a un que je vais citer parce qu'on on peut le retrouver sur Doctolib. Donc en fait, j'ai pris les courants qu'on retrouve sur Doctolib. Il y a le courant humaniste qui lui est apparu un petit peu en réponse du coup à la psychanalyse et aussi du coup au comportementalisme. Et ça a été fait par Abraham Maslow. Alors Abraham Maslow, il est connu pour la pyramide de Maslow. Alors peut-être qu'il y en a qui connaissent, peut-être qu'il y en a qui connaissent pas. C'est on mettra la photo, c'est pareil, c'est une pyramide en fait des besoins. Donc il faut d'abord les besoins physiologiques, après les besoins de reconnaissance, après, enfin, je les ai pas dans l'ordre, bref. Et en gros, la psychologie humaniste, ça part du principe que l'être humain, il a tout en lui, entre guillemets, pour aller mieux, pour subvenir à ses besoins, pour s'améliorer, s'autodéterminer, c'est vraiment le mot de la psychologie humaniste. C'est l'autodétermination, donc c'est vraiment une psychologie qui fait confiance à l'être humain. Donc ça c'est pareil, c'est pas un fondement du coup scientifique, c'est assez idéologique, c'est apparu finalement juste après la Seconde Guerre mondiale, donc à un moment donné où il y avait un petit peu besoin je pense de positif. Et en fait c'est un petit peu... alors là la psychologie humanisme en fait elle est rigolote parce que il n'y a pas de reconnaissance scientifique, il y a certaines de ces thérapies qui aujourd'hui sont observées par la Miviludes. Mais d'un autre côté, il y a aussi des thérapies aujourd'hui qui existent, qui sont inspirées de la thérapie humaniste. Notamment, on a la thérapie centrée sur la personne. L'approche centrée sur la personne, c'est un psychologue humaniste qui l'a fondé. Carl Rogers, il s'appelait. Et notamment, c'est ce qui a permis de créer plus tard l'entretien motivationnel. Donc l'entretien motivationnel n'a pas été créé par des humanistes, mais ça a quand même été inspiré par la psychologie humaniste. Mais on va aussi avoir d'autres choses comme la thérapie Gestalt, qui est du coup une thérapie sans fondement et qui est parfois signalée par la Miviludes. Alors, il y a d'autres thérapies qui sont signalées par la Miviludes. À noter que très souvent, c'est dans le cadre où, justement, les psychothérapeutes n'étaient pas des psychothérapeutes officiels. Donc, on parlait tout à l'heure de la réglementation du titre. Il y a des psychothérapeutes qui exercent sans la réglementation. Okay. Il y a aussi ce qu'on appelle des psychopraticiens. Un psychopraticien, ça n'existe pas. C'est pas un professionnel de santé, ni un professionnel de la santé mentale. Bref. Oui. C'est nos voilà. ostéothérapeutes à nous. Quoi. C'est nos ostéothérapeutes, c'est exactement ça. Okay. Que dire d'autre? Je pense que tu avais quelque chose à dire, Arthur, toi, sur comment se faisait la recherche en psychologie. Ouais. Est-ce que tu veux que je mette le diapo? Ouais, tu veux qu'on introduise tout de suite? Eh ben, on fait ça. Allez. Est-ce qu'il y a peut-être des questions avant? Est-ce qu'il y a des questions déjà? Ouais, est-ce que vous avez des petites questions? Bonsoir aux nouveaux arrivés. Hop, alors, capture. Alors, hop. Donc ouais, du coup, comme on s'est intéressé pour préparer ça, j'ai regardé un peu sur PubMed ce qui existait en termes d'articles sur la psychologie, puisqu'on fait finalement... on a des notions de psychologie, mais quand on regarde dans les écoles d'ostéo ou au sein même d'autres enseignements, même en médecine, c'est souvent un domaine où est très représentée la psychanalyse. En tout cas, moi, c'est la sensation que j'en ai eue dans mon enseignement. Et qui est très peu centré sur la recherche. Et donc, je me suis dit, on va regarder sur PubMed, mais j'y crois pas trop. Et en fait, finalement, quand on tape juste cognitive thérapie, qui est du coup une partie de une thérapie cognitive où
dont la TCC, qui est juste une partie de la psychologie comme le présentait Franck, et ben on a quand même au moins 4000 articles. Ok, Et donc là c'est juste dans le titre et l'abstract. d'accord. Donc ça reste quand même une quantité hyper importante. Pour comparer, j'avais tapé dans l'abstract thérapie crânio-sacrée. J'avais 10 articles. Pour donner un peu un ordre d'idée sur le truc. Ouais. Bon, je me suis pas amusé à taper Covid, on est à plus de des centaines de milliers d'articles, mais bon. Voilà, pour l'idée, ça reste quand même un gros pool. Ok. Et en plus de ça, il y a énormément de méta-analyses et de travaux de qualité. Est-ce que tu peux passer la diapo? Ouais, bien sûr. Hop. Tu peux passer les deux. Ok, bien sûr. Hop. Et la 3, je pense, non? Hop là. C'est celle-ci? Non, tu peux mettre PIMQ. En fait, je vois pas le direct, moi. Ah. Tu voulais mettre Tu quoi? peux mettre juste la première avec les trois trucs PubMed Ok. et PIMQ. C'est bon. Ok. Donc ouais, j'ai tapé aussi pour comparer, parce que du coup, j'ai comparé la thérapie cognitive et la thérapie interpersonnelle, que Ah oui. Franck reciblera tout à l'heure. Et donc, Qui est trop cool. là, il y a un peu moins d'articles, mais il y en a quand même pas mal. On est sur 472 articles, ce qui est pas déconnant. Et en fait, en lisant, je me suis rendu compte qu'il y avait Pim Quisper qui était dans un paquet d'articles. Et donc, je suis allé sur ResearchGate. Et effectivement, cet homme a 1430 publications à son nom et Oui. 661 000 lectures, 100 000 citations. En fait, il fait partie des 200 chercheurs dans tous les domaines scientifiques les plus cités et le plus représentés dans la recherche scientifique. Il est le premier chercheur en psychothérapie et en psychologie. Mhm. Et il est référent au sein de WHO, donc de l'OMS, sur l'ensemble des psychothérapies et de la psychologie. Il est spécialisé dans les revues systématiques, enfin dans les RCT, donc dans les essais randomisés de grande échelle, sur les psychothérapies et sur les méta-analyses. Il est l'un des deuxièmes experts de l'ensemble des méta-analyses, donc aussi niveau scientifique, enfin ni scientifique, de recherche fondamentale ou d'autres choses, de recherche clinique, Mhm. sur de la méta-analyse. C'est donc un mec ultra calé et qui a un paquet d'articles. Ok. Du C'est coup, vrai que c'est juste. Kliman fait un commentaire qui est vrai. C'est juste un score de popularité des mots-clés. Effectivement, c'est un gros argument d'autorité. C'est pour ça, tu peux passer, que l'article que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pas un de ces articles. Ok. Parce que je me suis dit, on va quand même pas présenter l'article de celui qui en publie le plus et qui est connu de partout. Ouais. Donc j'ai décidé de vous parler d'un article, comme on va évoquer en fait les thérapies qui sont le plus, entre guillemets, EBP, les plus prouvées par la science. Donc d'un côté, la thérapie cognitive, donc ou TCC, thérapie cognitivo-comportementale, qui visiblement dans les psychothérapies est celle qui est la plus éprouvée scientifiquement. Et la thérapie interpersonnelle, qui est en tout cas la deuxième, et qui a un peu moins de preuves que la TCC, mais qui en a beaucoup aussi. Il me semble que l'OMS en a une troisième, je sais pas si tu l'as en tête, Franck. Qui a recommandé une psychothérapie recommandée? Ouais. Il y en a trois. Il y a la TCC, la TIPS, et il y en a une troisième. Oh, ça doit être la systémique, en partie la systémique, et puis des fois, ils recommandent sous certaines conditions le MDR. Ok. Mais avec des pincettes, donc je sais pas si un des deux te parle. Je sais plus lequel c'était, mais bon. Toujours est-il que ça fait partie des recommandations. Et ce qui est marrant, Franck m'en parlait, c'est que quand on regarde sur Doctolib le nombre de psychothérapeutes qui se déclarent pratiquant ce genre de technique en France, et ben, c'est pas foufou. Ok. Il y en a pas. Un retour là-dessus, Franck? Il y en a pas. Il y en a 25 à Paris. Voilà. Ça fait un peu Alors l'âge. que j'ai pas regardé, mais en termes de psychanalyse, je pense qu'on explose les scores. Ouais. Ok. Ce qui est assez contradictoire, c'est qu'en fait, du coup, dans le modèle anglo-saxon et dans la recherche, il y a eu un gros switch sur l'ensemble de la recherche qui se concentre sur la TCC, sur les TIPS principalement. Ok. Donc le but là, ça va être de vous présenter brièvement cet article, de faire un peu une lecture critique de l'article et de voir en fait la gueule que ça a, si je peux me permettre, des articles en psychologie et en psychothérapie. Alors est-ce que tu peux avancer? Ouais, bien sûr, c'est bon. Je vous mettrai l'article sur Discord pour ceux qui sont intéressés et puis ceux qui veulent d'autres refs en plus.
Je vous les filerai aussi, vous m'envoyez un petit SMS, un petit message. Ok. Donc, l'objectif, là, ils ont fait un essai contrôlé randomisé qui avait pour but de comparer la thérapie cognitive, enfin, en tout cas une prise en charge individuelle de thérapie cognitive et une prise en charge de thérapie interpersonnelle chez des patients atteints de dépression. Donc en fait, dans cet article, ils considèrent que la thérapie cognitive a des effets en aigu, c'est-à-dire au moment où on est atteint de dépression. Et là, ils veulent évaluer pas les effets sur l'aigu, mais les effets sur du long terme, à savoir si on a finalement un effet prophylactique en plus. Parce que il se trouve que le taux de rechute après un épisode de dépression est très important, on est à quasiment plus de 50%. Et c'est souvent finalement, et plus on en fait, plus on est tendance à en faire. Donc il y a un espèce de cercle vicieux autour de cette dépression. Et donc beaucoup d'articles s'intéressent à la psychothérapie, s'intéressent sur la dépression. Il y en a beaucoup aussi sur les TCA, les troubles du comportement alimentaire. Il y en a quelques-uns depuis quelques temps qui s'intéressent à l'obésité. Et ce qui est hyper dommage pour nous, mais bon, il y en a peu qui s'intéressent finalement sur la douleur et la douleur chronique. Comparativement, il n'y en a pas beaucoup. Alors qu'on pourrait se dire, putain, c'est un domaine où faut y aller. Et en fait, il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est pour ça que j'en ai pas présenté là. Donc l'objectif, comme je disais, c'était d'évaluer les effets à long terme sur la dépression si on avait une diminution du score de dépression. Ok. Clément pose une petite question sur l'hypnose clinique et l'anesthésie. C'est une bonne question, j'ai pas regardé du tout sur PubMed. Je l'ai regardé juste avant. Je l'ai regardé il y a 2 heures. L'hypnose clinique et quoi ? Et l'anesthésie. Plusieurs études sont nécessaires pour confirmer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui semble se dégager un petit peu, mais on ne peut pas l'affirmer. C'est typiquement ce que j'avais mis à la fin. Okay. L'hypnose, en fait, elle ne fait pas forcément partie des choses qui sont considérées comme EBP aujourd'hui. Parce qu'il y a encore trop... Il y a finalement des incertitudes. Ils sont pas sûrs en fait que ce soit l'hypnose qui permette de calmer la douleur, et notamment dans un cadre très précis, c'est les coloscopies. C'est là où il y a le plus d'études, c'est les coloscopies. Et en fait, chez certaines personnes ça marche, chez d'autres ça marche pas. Alors est-ce que c'est vraiment l'hypnose, est-ce que c'est autre chose, est-ce que c'est une capacité de détente de la personne, voilà. Donc on sait pas trop pour l'hypnose. C'est en pleine phase de recherche en tout cas. C'est ça. Il me semble, mais j'ai un doute, il me semble que l'hypnose ne rentre pas dans les psychothérapies, enfin en tout cas n'est pas associé uniquement des psychothérapies. Alors c'est la grosse question aussi que je me posais, mais je crois que c'est une psychothérapie justement. Mais ça on pourra... Ouais. Je l'avais classé dans les psychothérapies. J'avais un doute justement parce qu'il me semblait que c'était pas affilié à tant que tel, mais ok. Bah c'est quand même recommandé. Alors, si on prend la psychothérapie dans sa définition qui est de traiter des problèmes psychologiques avec des outils issus de la psychologie, alors l'hypnose, Freud en utilisait de l'hypnose avant de faire de la psychanalyse. Il était psychiatre. Du coup, ça se prête surtout... Il y a un domaine où ça se prête, c'est l'addiction au tabac. Il y a beaucoup de gens qui y vont parce qu'ils veulent arrêter de fumer. L'addiction, c'est typiquement un trouble psychologique, en l'occurrence. Donc ça semble rentrer quand même dans la définition dans une psychothérapie. Ok. Mais c'est ambigu, je suis d'accord. Pour reprendre du coup le papier, donc comme je disais, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont évalué à long terme les 2 thérapies. Donc ça s'appelle une étude avec 2 bras. Un bras où un seul groupe va être traité par une thérapie cognitive et un autre groupe va être traité par une thérapie interpersonnelle. Et on compare l'évolution au sein du groupe. On compare pas forcément les deux, même s'il y a une randomisation qui fait que les groupes sont normalement équitables. Donc les critères d'inclusion, c'était des adultes ayant reçu un diagnostic de trouble majeur dépressif selon le DSM-4. Je vous le présenterai tout à l'heure, mais c'est en gros la classification internationale utilisée pour les troubles dépressifs et pour d'ailleurs d'autres troubles mentaux. Le protocole, c'était donc une thérapie brève. Ici, il faisait 16 à 20 consultations individuelles. Pour la TC et pour de l'interpersonnelle thérapie, c'est beaucoup. En général, effectivement, comme le mentionnait Franck, on est plus autour de 8 à 12. Enfin, on reste plutôt dans ces ordres-là. Donc là, c'était 16 à 20, répartis sur 7 mois, des consultations de 45 minutes. Et donc après, il faisait une évaluation de 7 mois à 2 ans. Donc les outcomes, c'est-à-dire quels sont les critères qu'ils ont évalués, c'était le Beck Depression Inventory.
Il manque. Non, c'est ça, le Bug Depression Inventory, qui est un questionnaire d'auto-évaluation. Et le Life, qui lui, pour le coup, est un entretien qualitatif semi-structuré qui était réalisé par des psychiatres. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des psychiatres et des psychologues qui sont experts chacun. Donc je pense que la différenciation d'ailleurs psychiatre-psychologue est propre à la France. J'utilise ces deux termes, mais je crois qu'aux États-Unis, c'est pas pareil du tout. Ok, je savais pas. Il me semble que c'est propre à la France. Bref, toujours est-il qu'ils ont pris des spécialistes de chaque domaine, donc des spécialistes de thérapie cognitive et des spécialistes de thérapie interpersonnelle, ce qui paraît cohérent, et ils les ont formés en plus quand même, afin qu'ils aient à peu près le même discours et que ce soit homogène. Et après la formation, ils ont été évalués par un mec annexe qui est spécialiste du domaine pour voir si leur prise en charge était vraiment conforme aux attendus d'une thérapie cognitive et d'une thérapie interpersonnelle. En vrai, en termes de méthodo, c'était assez chiadé quand même. Est-ce que tu peux passer ? Ouais, bien sûr. C'est bon. Hop là. Donc comme je disais, le BDI, qui est du coup l'outcome qu'ils ont utilisé, qui est l'auto-évaluation. Ils en ont fait 1 à 7 mois, donc après le traitement, et puis tous les mois, afin d'avoir un suivi, jusqu'à 1 an. Et ils ont refait un dernier à 2 ans, afin de voir, en fait, comme je vous le disais, on veut, nous, étudier l'effet à long terme. L'effet à court terme, il a été prouvé. Ils considèrent, dans l'article en tout cas, que l'effet à court terme est prouvé, et que ça sert à rien de le réévaluer, mais on veut évaluer l'effet à court terme, notamment sur le taux de rechute, qui est donc le critère majeur. Et puis l'entretien life est fait à 2 ans aussi, qui lui est une évaluation rétrospective. Okay. Donc si vous voyez, je sais pas si vous voyez bien le petit truc. BDI. Le BDI, ouais. Mais en gros, ça ressemble aux critères de jugement du DSM, c'est-à-dire est-ce que vous vous sentez dans un état dépressif, est-ce que vous êtes plutôt pessimiste par rapport à ce qui vous arrive, avec une cotation de 0 à 3. Il y a 21 questions, et puis au bout des 21 questions, on a un score du coup allant de 0 à 63, qui indique un peu notre degré de dépression. Sachant qu'on considère que en dessous de 10, on n'est pas dépressif, puis après, plus on augmente, au-delà de 30, on est dans un état dépressif. Ils excluaient les gens qui étaient au-delà de 50 avec des idéations suicidaires. Parce que le but quand même de l'article, niveau éthique, il faut que ce soit cohérent. Hop, on peut avancer. C'est bon. Donc les critères d'évaluation, comme je disais, c'était principalement la réponse, le taux de rechute, et puis... Ouais, c'était ça, surtout le taux de rechute. Donc ils considéraient que la réponse était effective si on avait un score qui était inférieur à 10, ou une amélioration de 9 sur le questionnaire. Et au contraire, ils considéraient que pendant les 2 ans, si on avait une perte de 50% de l'effet bénéfique, c'est qu'on... Alors, Ouais. C'est pas mal ce que je fais. Si on avait une perte de 50% de l'effet bénéfique, c'est qu'on avait une rechute. Donc la rechute était définie comme ceci. Ok. Hop, je te laisse avancer. Ouais, c'est bon. Donc là, je vous présente du coup le DSM-4 des MDD, donc des troubles dépressifs. MDD, c'est Major Depression Disorder. Donc globalement, ici vous avez les 9 critères principaux avec le pourcentage de gens atteints globalement. Donc ils ont un mood dépressif, ce qui paraît assez cohérent, dans 96%, une perte d'intérêt, une perte de plaisir dans 80%, une perte de poids ou en tout cas une perte de poids ou un changement dans l'appétit à 62%, des signes de troubles du sommeil, que ce soit de l'insomnie ou de l'hypersomnie à 70%, des troubles psychomoteurs, donc ça pourrait potentiellement nous intéresser. En tout cas, on devrait pouvoir l'évaluer. 58%, c'est pas négligeable quand même. De la fatigue. Worthless guilt, je l'ai pas du tout en français. Est-ce que quelqu'un l'a en tête? Guilt. Culpabilité, non Ouais, ça me... Ouais. Guilt... Est-ce que ça... Enfin, le côté... ouais, culpabilité... est-ce que ça vaut le coup, Worthless? Ouais, c'est ça, culpabilité, mais... C'est sans vouloir. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. En gros, ils se sentent coupables de leur état, et ils se sentent coupables de tout ce qui se passe. Comme si c'était de leur faute et qu'ils pouvaient rien faire. Ça, c'est bien ça. Ils ont des troubles de... Ouais, ils ont des troubles de la concentration. Ok. Et puis,
quand même à 20% de troubles majeurs de dépressifs qui ont des idées suicidaires. Ok. Donc ces gens-là, évidemment, sont exclus de l'étude, et je pense que les dépressions, on en a tous au cabinet, et ça peut être pertinent, on est quand même 1/5 de l'effectif, d'évaluer les troubles suicidaires et de réorienter au max. Le problème, c'est on réoriente vers qui si les psychothérapeutes sont, comme les ostéos, éparpillés dans leur raisonnement et dans leur prise en charge. Ouais. Je te laisse avancer. Donc voilà les résultats. J'en profite pour vous montrer des résultats hyper denses, assez complexes, avec beaucoup de calculs statistiques, c'est-à-dire qu'ils ont fait des calculs de taille d'effet, ils ont fait des calculs de moyenne, de comparaison de moyenne, des coefficients de Cohen, de taille d'effet, des coefficients de Cohen, de la p-value, pas mal de trucs. J'ai pas les compétences pour en fait l'analyser et en parler, c'est pour ça que je pense que courant janvier, février 2024, on fera un live avec Mathis Brière, qui a plus de compétences sur la méthodologie et qui nous permettra d'apporter quelques éléments là-dessus. Je pense que ça pourra être ultra pertinent. Carrément. Cool. Donc voilà. Ce qu'ils ont fait ici, pour ceux qui aiment un peu ça, c'est un modèle... ouais, t'as vu ça? Je l'ai bien amené, Clément, le teaser. Pas mal. Ce qu'ils ont fait ici, c'est un modèle linéaire, en évaluant plusieurs un modèle linéaire permet d'évaluer en fait plusieurs conditions et de voir lesquelles impactent le plus. Donc ils ont évalué la baseline severity, c'est le score de base de dépression, le score de base de qualité de vie, le temps depuis quand ils sont dépressifs, ainsi de suite, afin de voir qu'est-ce qui pouvait avoir potentiellement le plus d'impact. Okay. Et puis en fait après, quand on évalue pour comparer les deux groupes et pour comparer l'évolution, il faut fixer ces effets, c'est-à-dire qu'il faut que ces effets soient les mêmes dans les deux groupes pour pas qu'ils influent trop. J'essaie de trouver un exemple simple. Si on étudie l'obésité et que dans nos groupes, sur 10 ans, il y en a qui mangent plus de la merde que d'autres, et ben afin d'évaluer si notre prise en charge a eu un effet sur la perte de poids, il faut qu'on fixe ça, parce que l'effet majeur, c'est peut-être pas notre prise en charge, c'est peut-être le fait qu'ils ont été bouffés à McDo 3 fois par semaine. Donc on vient fixer cet effet-là, et après on peut voir réellement quel est l'impact de notre prise en charge. Donc c'est un peu ce qu'ils ont fait, ils viennent fixer le temps, ils viennent fixer le risque dépressif, donc les facteurs de risque associés déjà à la dépression, et voilà. Okay. Hop, tu peux passer. Ouais, comme je suis sympa et que j'ai pas les compétences pour en parler ni pour analyser plus profondément, et ben on va leur faire confiance sur la qualité méthodologique de leur étude. Et donc, voilà ce qu'ils ont conclu sur les 133 patients qui ont été inscrits, donc séparés en deux groupes. 119 ont complété l'ensemble des évaluations, donc sur les 2 ans. Et donc on observe une taille d'effet faible. Donc comme je vous disais, la taille d'effet, c'est pas que ça ait marché ou pas marché, c'est qu'en gros la différence entre les deux groupes, au sein, dans le temps, est faible. Donc il y a eu peu d'évolution après le traitement. Ce qui met du coup en avant que la thérapie semble efficace. Alors pourquoi ? C'est-à-dire qu'à 7 mois, ils font donc après la thérapie leur score, et donc ils observent qu'il y a peu d'évolution des symptômes, peu d'évolution du score de 7 mois à 2 ans. En effet, 2/3 des répondants ont répondu aux 2 thérapies, et donc ont été, en tout cas pendant 2 ans, n'ont pas eu de rechute, et n'ont pas eu d'évolution de leur score de dépression. Okay. Et aucune différence n'a été trouvée entre la thérapie cognitivo-comportementale et la thérapie interpersonnelle. Donc, ce qui est assez intéressant, puisque le but c'était quand même de voir quelle est la place de la thérapie interpersonnelle, qui est un peu moins prouvée que la thérapie cognitive. Visiblement, les deux auraient des effets prophylactiques à des échelles globalement proches. Donc on est sur un petit effectif de 134, hein. Ça mérite des preuves plus importantes, mais c'est déjà intéressant. Par contre, il y en a quand même 1/3 qui ont rechuté. Et ce qui a été intéressant d'évaluer, c'est en combien de temps ils rechutaient. Et le délai moyen était plus rapide pour les patients qui ont fait une prise en charge interpersonnelle. On était autour de 54 semaines, contre les patients qui ont fait une prise en charge de thérapie cognitive. On était à 69 semaines, donc un peu plus d'1 an et 3 mois, quoi. Ok. Et
dans la discussion, il précise un peu pourquoi ça aurait pu modifier. Du coup, l'avantage qu'ils ont, c'est que comme ils font une modèle de régression linéaire, ils ont regardé l'ensemble des effets. Si la dépression avant était plus importante, si des facteurs permettaient de savoir s'ils allaient répondre plus facilement ou pas à telle ou telle thérapie. Et visiblement, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien cohérent, en tout cas, dans leurs études. Mais ils suggèrent quand même dans leurs conclusions. D'ailleurs, du coup, tu peux avancer, on y va. C'est plus le hasard finalement. Ou pas? Ils suggèrent qu'il faudrait, en tout cas, des tests plus puissants. Donc encore plus grands effectifs, encore plus de précision dans les tests. Mais surtout, il suggère qu'il faudrait évaluer l'ensemble des facteurs associés, donc plus de facteurs encore que ce qu'ils ont évalué, afin de comprendre à quel moment il est intéressant de prendre telle ou telle thérapie, puisque visiblement il y a quand même une petite différence entre les deux thérapies. Et donc que ça mérite une meilleure connaissance des effets à long terme de l'ensemble des deux thérapies. C'est vrai que la plupart des thérapies, comme on disait, c'est des thérapies brèves. Elles sont étudiées à court terme, c'est-à-dire qu'en gros, on étudie. Donc là, l'avantage de cette étude, c'est qu'elle fait l'inverse des autres études. Souvent, on étudie la thérapie, là, elle dure de 0 à 7 mois. Et ben, on fait des scores de 0 à 7 mois, on voit l'évolution. À 7 mois, on a diminué, trop cool. Ouais, mais quand on est sur une patho où le taux de rechute est de 50%, bah, c'est sympa de voir l'effet prophylactique. Ouais, bien. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions un peu là-dessus ? Alors, c'est plus parce que ça, c'est des études qui sont finalement assez récentes. Là, on est date de 2019. Ok. Et alors, je disais que j'avais pas pris une étude de Pimkush-Spears volontairement parce qu'il est partout et que j'aime pas quand les gens sont partout. Biais d'autorité, comme disait Clément. Mais en réalité, cette étude est citée dans une méta-analyse récente de Pimkush-Spears. Ok. Donc, c'est comme ça que je l'ai trouvé. Ok, il se met à jour, quoi. Mais en fait, c'est surtout... puis... Là, parce qu'on disait que du coup, principalement, quand tu regardes sur Doctolib, il y en a quand même pas mal qui font finalement de la psychanalyse, on est d'accord, hein. Les TCC et les TIPS sont très très peu mentionnés sur Doctolib, mais c'est dû à quoi? C'est un manque de formation. Est-ce que vous avez des infos sur ça? TCC, il y en a quand même pas mal maintenant, j'en trouve. Hein. Ouais, TCC effectivement, maintenant. En France, on n'est pas sur une majorité de thérapie cognitivo-comportementale ou de thérapie interpersonnelle. Ce qui est hyper étonnant, comme je disais, c'est que du coup, ça ne suit pas les recommandations internationales de l'OMS et ça ne suit pas non plus les recommandations de l'Evidence-Based Practice. Ok. Qui est pourtant, donc les TCC existent depuis les années, le tout début était années 70-80. Ouais. Et l'ITP, donc la thérapie interpersonnelle, on est à peu près aux mêmes dates. Après, ils ont évolué avec le modèle d'Evidence-Based Medicine proposé par Sackett en 96. Et donc, ils se sont plus alliés sur ce côté-là. Et en tout cas, visiblement, quand on lit PubMed, alors après, je ne sais pas la portée de PubMed sur la réalité, la plupart des pays anglo-saxons ont des psychothérapies orientées là-dessus. Là où nous, malheureusement, je sais pas, peut-être qu'on a raison, ça reste à évaluer, mais comme on l'évalue pas, c'est compliqué de le montrer. Là où finalement, sans doute Clément aussi, Clément dit que Doctolib est pas hyper fiable sur les tags. Parce que effectivement Doctolib ne met pas à jour ses tags. Le but quand même de Doctolib, c'est d'être reconnu par la plupart des gens. Ouais. Si je mets ITP comme tag, personne ne sait ce que c'est. Ouais. Alors après là j'ai une liste sous les yeux, liste des facs de psychologie en France. Ok. Avec l'orientation généralement des facultés de psychologie. Donc ça ne fait pas tout, hein, parce qu'on peut très bien être formé, la preuve, dans des écoles et finalement après aller chercher autre chose. Ouais. Mais déjà, ça permet d'avoir une petite idée de l'orientation juste post-études. Je vais pas citer d'écoles comme ça, mais j'ai vraiment toute la liste en l'occurrence. Et il y a quand même, là je suis en train de compter en France très rapidement, là. En France, sur l'orientation TCC, je vais le faire très vite. Quand même une minorité, hein. J'avoue que... Il y a orientation scientifique. Alors orientation scientifique, ça veut dire qu'on n'est pas que sur la TCC. On est sur plein d'autres trucs. Mais c'est vrai que psychanalyse ressort énormément. Ouais. On a des fois scientifique, psychanalyse. C'est ce que mentionne aussi Clément, c'est que c'est quand même intéressant aussi de voir leur formation, par exemple, quand on prend Doctolib, parce que c'est peut-être le plus courant, mais de regarder un peu les formations qui sont mises en place. Mais encore faut-il savoir à quoi correspondent ces formations, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Psychanalyse scientifique, moi je sais pas ce que c'est du coup. Ouais, Là, Puisque- pardon? la psychanalyse scientifique. Non, justement, là, on est en train de parler en aveugle. Je transférais ce document-là, mais c'est pas clair en aveugle. Mais oui, alors comment on reconnaît un praticien? Ça, j'allais en parler un petit peu après. Ok. vas-y, On pourrait y tu peux- revenir après. Justement, est-ce que tu avais d'autres choses à... Là, c'était ta dernière slide, Arthur? Ouais, c'est ça. Ok. J'avais fini sur cette petite lecture critique d'articles, Ok. qui pour le coup n'est pas une lecture critique, puisque mes connaissances en psychologie sont trop faibles pour pouvoir critiquer la méthode et la façon dont c'est fait. Globalement, c'était, en tout cas, en termes de méthodologie, de façon de faire, et en termes de méthodologie, de façon de faire, et de calcul mathématique, ça me Mhm. paraissait plutôt cohérent et vraiment pas mal. Si on compare par exemple à la littérature en ostéopathie ou en kiné, on n'en est pas à des analyses aussi poussées et aussi bien faites méthodologiquement. Ok. Très honnêtement, on est sur du... En tout cas, on est sur du bon niveau méthodologique, ouais. Ok. Mais globalement, hein, pas que sur cette étude. Ouais. Globalement, même dans les méta-analyses de Pim Kuipers, c'est des trucs vraiment bien carrés. Après, Avec, il y a peut-être le côté ça va dans plus des d'expérience, impact peut-être factors, ils sont plus ancrés peut-être dans la recherche ou... Ouais, bah, c'est toujours un peu le... C'est toujours un peu le truc, hein, c'est que la recherche, elle part principalement des modèles universitaires. En France, la psychologie est beaucoup plus séparée du monde médical Hmm. que dans les autres pays, où elle est beaucoup plus intégrée dans la science et dans le monde médical. Ok. Donc peut-être que le fait que dans les autres pays, quand je dis les autres pays, c'est principalement le monde anglo-saxon, hein, j'ai pas été regarder au Brésil ou quoi. Donc c'est principalement Amérique, Australie, Angleterre, Allemagne. Ouais, c'est là que j'ai vu la plupart des articles. On a aussi les Pays-Bas, hein. Pim Kuipers qui est directeur des hôpitaux psychiatrie et psychologie des Pays-Bas. Mhm. Mais donc ouais, ils sont plus inclus, je pense, dans le cursus universitaire de santé. Et sans doute que ça joue sur le fait que la recherche est plus intégrée et plus poussée. Contrairement en France où on a séparé un peu les deux, c'est-à-dire que la psychologie, finalement, en France, elle est presque plus proche de la fac de lettres, elle est plus proche de la fac de lettres que de la fac de santé, que de la fac de médecine, que de la fac de sciences. Ok. Hmm. Hop, et du coup, est-ce que là, du coup, on va parler peut-être des psychothérapies EBP, Franck? Ouais, on va Ouais. faire ça. Je t'envoie le document, là, si tu veux l'afficher à un moment donné. Celui sur les facs et les listes. Ok, ben on pourra le transmettre sur le Discord. Ouais. On le mettra en lien. Euh, Attends, hop, je passe sur une autre petite scène. Tchouc. Voilà, on est de retour ici. Ah, mais ça fonctionne en plus, le chat, c'est nickel. J'avais vu qu'il y avait des questions un petit peu, alors c'était pour étayer, parce que j'ai pas vu les questions moi pendant qu'on était en plein écran. Alors sur YouTube, il n'y en a pas eu beaucoup. Oui, C'était surtout sur Discord. Où, ouais. Alors j'ai vu deux remarques, une de Camille et une de... j'ai oublié. Mais en gros, oui, c'était se référer du coup aux formations complémentaires en fait des psychologues. Mhm. Effectivement, il faut savoir ce que veulent dire les formations complémentaires. Donc il y a quelques mots-clés, entre guillemets. Mais en gros, donc ça, je peux les refournir. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Si on voit formation en TCC, formation en, par exemple, en entretien motivationnel, formation en thérapie interpersonnelle, alors on risque pas de le voir en France, mais voilà, c'est plutôt rassurant. Par contre, si on voit thérapie Gelstat ou si on voit psychodynamie, bah voilà, ça inspire voilà, à quelque chose de pas EBP. Pour préciser, ça conviendra probablement à certaines personnes, mais il n'y a pas de preuve en fait, de fondement scientifique à ça. Et l'autre truc que j'ai vu, c'était quelqu'un qui mentionnait qu'il y avait toujours un peu de TCC dans l'enseignement psycho. Ouais, d'accord. C'est Maxime ? Ouais. Ok. Oui, c'est probablement vrai. Tout à l'heure, quand je disais orientation scientifique et du coup psychanalytique, il y avait un slash entre les deux. C'est-à-dire qu'en gros, c'était, je sais plus quelle fac c'était, enseigne la psychanalyse et aussi les méthodologies un petit peu plus, enfin les méthodes un peu plus EBP. Ok. Il y avait un slash que je pouvais pas faire en aveugle.
je sais qu'il y a aussi un conflit un petit peu entre la psychanalyse et du coup les comportementalistes. Je connaissais notamment une étudiante aussi en psychologie quand j'étais étudiant en ostéopathie. Et en fait, il y avait une critique assez forte des thérapies cognitives et comportementales au sein de la psychanalyse, soi-disant que ça prenait pas le patient dans son ensemble. Ok. Alors qu'on verra que, en fait, on est obligé de le faire, si. Voilà. Et du coup, là, on voulait parler des psychothérapies différentes. EBP. Ouais, des psychothérapies EBP. J'en ai listé du coup quelques-unes. Alors, on en a déjà cité un petit peu tout à l'heure. Je vais très rapidement expliquer à peu près comment elles fonctionnent parce que c'est pareil, elles ont quand même des protocoles et tout. C'est pas, ça s'invente pas. Mais du coup, on va parler de la thérapie cognitive ou comportementale pour commencer. Donc, c'est une thérapie brève, Clément. Et globalement, elle est souvent indiquée dans tout ce qui va être un petit peu justement phobie, anxiété, dépression. J'ai vu aussi des indications un petit peu pour les troubles borderline et bipolaires, mais c'est pas ce qui ressort le plus. Donc phobie, anxiété, dépression. Et en gros, c'est quoi le principe ? C'est qu'en gros, il y a des feedbacks du coup dans les comportements et il y a des feedbacks dans la cognition. Le chien de Pavlov, c'était l'exemple de tout à l'heure. À un moment donné, le fait d'avoir à bouffer, ça renforce le fait que la cloche annonce à bouffer. Donc du coup, il y a un feedback de renforcement. Quelqu'un qui fait une crise d'angoisse pour une raison XY et qui, je sais pas, il l'a fait par exemple dans un lieu public, en allant à son travail, et en fait, s'il se remet à faire une crise d'angoisse dans les 2 jours qui suivent au boulot, il va renforcer justement le fait qu'il fait des crises d'angoisse au boulot. Okay. Donc cognitivement, il va créer en fait des processus psychologiques qui vont renforcer la crise, donc le comportement. Ouais. Et le problème, c'est que le comportement renforce la crise. Donc voilà, c'est un bazar. Donc là, globalement, les patients, ils vont adopter des stratégies. Donc la plupart du temps, quand les patients viennent à consulter, c'est que les stratégies sont pas bonnes du tout. Donc une stratégie principale, c'est l'évitement. Donc la personne arrête d'aller bosser, par exemple. Il y en a d'autres, ou alors elle se met à picoler pour être moins anxieuse, mais elle va arriver bourre au boulot. Enfin, je donne des exemples, mais il y en a 1 million d'autres. Et en gros, le but de la TCC, entre guillemets, c'est de comprendre un petit peu les mécanismes de ce cycle entre la cognition et le comportement et de la péter au bon endroit. Donc il y a plusieurs choses pour essayer de casser cette boucle-là. On peut faire des expositions graduelles. Donc par exemple, alors dans le cadre de l'anxiété, c'est peu probant, mais dans le cadre d'une phobie, par exemple phobie des araignées, on va exposer très graduellement la personne à des araignées. Okay. Donc au début on va en parler, après on va montrer des photos, après on va mettre peut-être un jouet dans la pièce, un truc comme ça, puis après on va mettre une vraie araignée dans la pièce, et petit à petit. Le but c'est un petit peu d'apaiser le réflexe, entre guillemets. Il va y avoir ce qu'on appelle de la remédiation cognitive. Okay. Par exemple, quelqu'un qui s'inquiète dès que son cœur bat un petit peu trop vite, et du coup le cœur bat vite, il va faire une crise cardiaque, en tout cas il le pense, du coup il s'emballe, il fait une crise d'angoisse et ça se passe pas bien. En fait, un psychologue peut très bien lui demander qu'est-ce qui se passe quand vous courez. La personne va normalement à un moment donné répondre que son cœur bat vite, et le psychologue va insister sur le fait pourquoi là vous paniquez pas quand votre cœur bat vite quand vous courez. Ouais. Ça paraît bête, mais en gros ça permet du coup de montrer que le battement cardiaque n'est pas forcément lié à quelque chose de grave. Ouais. Pareil, du coup, on peut se dire, tiens, on va s'amuser à provoquer en fait des accélérations cardiaques au patient, dans le sens on va le faire courir sur place, on va lui faire des squats. Le but, c'est qu'il s'habitue à une augmentation de tachycardie. Ouais. Donc en fait, au moment où il fait une crise, il se dit, bon, c'est pas grave, je gère. C'est un petit peu le but. Et sinon, il y a beaucoup de tips qui sont donnés sur la relaxation, tout simplement, dans des techniques de respiration pour calmer les rythmes cardiaques qui créent les troubles, par exemple. Et de la pédagogie, simplement, donc expliquer, faire de l'éducation thérapeutique aux patients. Donc ça, c'est autant d'outils, du coup, qui sont utilisés dans la TCC. Et après, on a les TCC, du coup, qui sont plus de 3e génération que je connais pas du tout. J'ai demandé à des psys que je connais et ils sont pas formés, ils m'ont pas répondu, mais c'est tout ce qui va être thérapie d'acceptation, notamment. Okay. Voilà. Et du coup, pour trouver des psychologues TCC, il y a le site aftcc.org. Donc ça, on peut le noter. aftcc.org, en gros, il y a comment ça s'appelle,
un annuaire où en fait on tape le nom de la ville et on trouve le nombre de praticiens pratiquant la TCC du coup dans la ville. Donc on peut trouver facilement un praticien TCC et ça c'est pas en perdition. En vrai il y en a quand même pas trop mal quoi. Ok. Voilà. Donc ça c'est la TCC. Est-ce qu'il y a déjà des questions là-dessus peut-être? Parce qu'après je vais passer aux thérapies interpersonnelles. Non, alors ça c'est plus une discussion. Est-ce que toi tu as des questions déjà, Arthur, ou pas du tout? Le temps que je lise le chat. Si tu es toujours là, Arthur. Nope, c'était archi clair. Ah, Ok. ok. Euh, Alors, ça me semblait clair en tout cas. Ok. ouais. Quand on parlera des thérapies fonctionnelles cognitives tout à l'heure, il y a un énorme point de ressemblance pour moi avec les thérapies cognitivo-comportementales. Le lien de boucle de renforcement entre de la kinésiophobie et un trouble panique, par exemple, en tout cas pour moi, me paraît assez évident, mais encore une fois, je prends des pincettes. Je pense que ouais, pour le coup, en tant qu'ostéopathe, la thérapie cognitive, ça peut être un outil qu'on peut utiliser assez facilement, qu'on utilise même sans doute, même sans s'en rendre compte, Ok. sur tout ce qui est kinésiophobie, sur tout ce qui est comportement, finalement, qu'on considère anormaux vis-à-vis de la douleur ou vis-à-vis de croyances limitantes. Et voilà. Mais je pense qu'on en reparlera à la fin. Et on relancera aussi par rapport au débat qu'on avait mis sur discussion, où il y a eu des commentaires intéressants. Ouais. Et du coup, alors je vais passer aux thérapies interpersonnelles. Alors ça, c'était un peu la surprise parce que je connaissais pas, pour être très honnête. Donc les thérapies interpersonnelles, du coup, qui sont effectivement recommandées par l'OMS dans la prise en charge de première intention, du coup, pour la dépression. Alors, ce qui m'a fait rigoler, je sais pas si tu avais vu ça, Arthur, c'est que la thérapie interpersonnelle, elle a été découverte parce qu'elle devait servir de... C'était un protocole placebo pour la comparer à une prise antidépresseur. Non, j'ai pas vu ça. Ok, donc en fait, ils ont fait une fausse thérapie. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait des résultats. Ils se sont dit, oh putain, qu'est-ce qu'on a fait? Et c'est comme ça que c'est né. Donc en gros, ils ont trouvé une efficacité avant de trouver le concept du truc. C'était assez marrant. Et du coup, alors la source que j'ai, c'est une conférence qui est disponible sur YouTube d'un Français, du coup, qui pratique les thérapies interpersonnelles. C'est une conférence d'1 heure où il explique à peu près le modèle de prise en charge. Okay. On mettra ça en description. Ouais. Donc je vais rapidement expliquer. C'est aussi du coup une thérapie brève, donc plus axée sur la dépression, de ce que j'ai vu. Donc c'est basé sur plusieurs choses. La théorie de l'attachement, je pourrais détailler, c'est de Jacques Boulby. C'est aussi basé du coup forcément sur les relations interpersonnelles, mais c'est aussi basé sur le modèle biopsychosocial du coup qu'on commence à bien connaître ici. Et en gros le but, à l'inverse de la TCC, il n'y aura pas d'exercice. En TCC, on vous file des exercices à faire chez vous. En thérapie interpersonnelle, il n'y aura pas d'exercice à faire. Tout va se faire un petit peu dans l'échange entre du coup, le praticien et le patient. Et le boulot va se faire un petit peu à la maison, mais naturellement. Parce qu'en gros, l'échange consiste un petit peu à une écoute active. Donc, c'est pas marqué que c'est sourcé avec l'entretien motivationnel, mais en gros, ça m'y a fait un petit peu penser. C'est un peu de l'écoute active où, en fait, la discussion est quand même autour des relations interpersonnelles du patient. Pourquoi les relations interpersonnelles d'ailleurs? C'est simplement qu'en fait, il y a un fort lien qui a été remarqué entre les troubles dépressifs et des problèmes interpersonnels. C'est-à-dire que quand on se fait larguer, on a de fortes chances de faire une dépression. Par exemple, quand on perd... Quand on a un problème interpersonnel dans son boulot, dans sa vie sociale, dans sa vie privée, on a beaucoup plus de chances de faire une dépression. Donc l'idée, c'est que si on bosse dessus, on a plus de chances de résoudre ça. Et du coup, c'est de l'écoute active sur ces problèmes justement interpersonnels où le patient va être censé, par des relances, à un moment donné, trouver un petit peu ses propres solutions pour changer lui-même ses comportements. C'est pour ça que ça me fait penser un petit peu à l'entretien motivationnel. Voilà. Okay. Je suis pas sûr qu'on soit obligé de développer la théorie de l'attachement. Je pense que ça suffit de parler des relations interpersonnelles. Sinon, on va partir un peu plus loin. La théorie de l'attachement, il y a PsychoQuack, qui est un vulgarisateur en psychologie, qui a fait une super vidéo là-dessus. Elle est très complète. On apprend beaucoup de choses. Je conseille d'aller la voir, on la mettra en source aussi. Et du coup,
Alors, si la FTCC était le site qui permettait du coup de trouver les praticiens en TCC, eh bien en fait pour les tips c'est la F type. Donc c'est pas si compliqué que ça. Donc Association française des thérapies interpersonnelles. Je ne sais plus si c'est un .org ou pas. Bref, on regardera. Mais par contre, ça reste extrêmement rare. J'ai vu qu'il y en avait 0 à Nantes, il y en avait 2 à Rennes et il y en avait du coup 25 à Paris. Donc de ce qu'a expliqué Arthur, dans un monde idéal où il y aurait pas mal de tips et de TCC pour la dépression, comme tu disais, il y avait un léger avantage pour la TCC dans celle que tu as sortie, c'est ça? Alors, globalement, il y a un léger avantage dans la TCC dans l'ensemble de la littérature, puisque la littérature est plus dense, plus complète, plus avancée. Ouais, d'accord, ok. Donc, il y a plus de preuves pour la TCC. Maintenant, quand on compare les deux, on est sur des résultats assez similaires. Ouais, quand même, d'accord. Bah, du coup, dans un monde idéal, je dirais, si le patient il a envie de faire des exos, bah, c'est super. S'il n'a pas envie de faire des exos, d'aller peut-être plus vers la thérapie interpersonnelle. Voilà. On avait une petite question du coup de Corentin qui disait si est-ce que tu sais si les formations en TCC sont accessibles aux ostéos? On avait évoqué Rémi Ollier, mais je ne sais pas si c'est vraiment des TCC. C'est de la TCC appliquée à la douleur, Rémi Ollier, et il fait ça... Comme Peter O'Sullivan d'ailleurs. Oui. Comme Peter O'Sullivan, c'est ça que tu as dit? Ouais. C'est de la TCC appliquée aux troubles musculo-squelettiques. Okay. En fait, la psychothérapie et la TCC, théoriquement, elles s'intéressent aux troubles mentaux. Donc, par des études en psychologie, sont sur les troubles mentaux. La psychologie s'intéresse très peu aux troubles musculo-squelettiques. Par contre, des kinés et des physiothérapeutes, plus largement, eux se sont servis de la TCC, de la thérapie cognitivo-comportementale, pour l'apporter dans les troubles musculo-squelettiques, notamment dans les cadres de douleurs chroniques ou dans, finalement, plein de cadres. Et ça rejoint de manière très proche, en tout cas, dans la façon dont Peter O'Sullivan fait ses formations et s'exprime, c'est de très proche de l'entretien motivationnel aussi. Ok. Et du coup, il me semble que non. Du coup, comme c'est une psychothérapie, la TCC en elle-même, si, Corentin, tu veux faire de la psychothérapie, bah, il faut que tu sois détenteur d'un master en psychologie d'abord. Il évoquait un DU, je crois. Un DU peut-être. Il dit... c'est au format DU, peut-être. C'est pas sûr. Je suis pas sûr qu'il ait donné de source particulière. Je vois que dans le chat, c'est parti sur une autre conversation particulière. Ah oui? Ouais, mais rien à voir. Mais du coup, je sais pas si vous avez des infos sur est-ce qu'on peut être formé à la TCC. Après, c'est savoir... mais après, c'est surtout savoir est-ce que c'est utile d'être formé à la TCC. Est-ce que... Enfin, il y a pas mal de choses. Hein, ça... Et ben pour le coup, Rémi Ollier, sa formation, c'est une formation de la TCC. Et d'ailleurs... Rémi Ollier fait sa formation en collaboration avec une psychothérapeute qui est formée en thérapie cognitivo-comportementale. Et du coup, ça permet d'avoir les deux côtés, la thérapie, la TFC, et le côté psychothérapie avec la psychologue. Ouais. Ok. Hop là, je suis en train de mourir. Tout va bien. Donc, est-ce que les formations sont axées ? Globalement, oui et non. Par exemple, Rémi Ollier, sur son profil, il se déclare comme psychopraticien. Ouais. Alors qu'il a une formation de kiné avec un DU en TCC, il me semble. Parce qu'il peut pas se revendiquer en psychothérapeute, pour le coup. C'est ça. Il lui faudrait un master en psychologie... un diplôme. Là, je suis sur le site de la FTCC, du coup, si on veut se former au TCC, il faut plusieurs conditions. Développer ses connaissances en TCC, mais obtenir le titre de psychothérapeute délivré par l'ARS. Apparemment, ça paraît assez sine qua non. Alors sinon, effectivement, c'est psychopraticien. C'est quoi le 1 à 2 ans de devenir psychothérapeute? Faudrait que je regarde ça. Après, dans le détail, là, on va faire de la recherche en direct, ça va être... Ouais, si, voilà. Médecin non psychiatre, master en psychanalyse-psychologie, psychologue non clinicien. Oui, j'ai pas précisé ça tout à l'heure, mais c'est pas grave. Mais ça reste dans ce qu'on disait. On peut pas faire de TCC, nous. On peut pas s'y former, non. Okay. Ou alors, faut reprendre un master de psychologie. Et faire 2 ans de psycho, et après, vous pouvez faire de la TCC.
Voilà. Ok. Est-ce que du coup, tu as d'autres psychothérapies J'en ai deux, mais on va passer un peu plus vite dessus. Ouais. Parce que j'ai moins de détails et elles ont moins quand même de reconnaissance. J'en ai surtout deux. Il y a les thérapies systémiques. Donc les thérapies systémiques, c'est des thérapies qui considèrent que les symptômes de l'individu viennent d'un dysfonctionnement du groupe dans lequel il joue. Alors là, on parle plutôt d'une famille. Donc en gros, le patient il va pas bien, mais en gros, c'est parce que c'est la famille qui... Voilà. Et en fait, c'est des thérapies qui cherchent à changer les rapports avec les membres de la famille. Donc c'est pas des thérapies de groupe, pas forcément, parce qu'on peut faire venir que le patient, mais des fois, c'est des thérapies de groupe où on fait venir plusieurs personnes pour discuter du problème. Donc ça, il y a des indications, beaucoup moins que pour la TCC. Mais il y en a quand même, donc c'est à garder un petit peu en tête. Surtout si peut-être il y a des problèmes relationnels avec des membres de la famille chez le patient, ça peut être intéressant, et que ça pose vraiment un retentissement psychologique. Et enfin, il y a la fameuse EMDR dont on parlait tout à l'heure. Donc EMDR, j'ai renoté, c'est Eye Motion Desensibilization and Reprocessing, voilà, qui est surtout indiqué du coup pour le stress post-traumatique. Ça, c'est particulier, parce qu'il y a des preuves d'efficacité sur du coup la prise en charge effectivement du PTSD. Par contre, le concept de base n'est pas bon. C'est-à-dire qu'en gros, le concept de base pensait que les mouvements des yeux reproduisaient un petit peu les phénomènes d'endormissement et que ça permettait un petit peu d'atténuer du coup les réactions brutales en fait de la survenue du stress post-trauma. Oui. En fait, c'est pas ça, parce qu'ils se sont rendus compte que quelle que soit la stimulation, elle peut être sonore, elle peut être motrice et tout, en fait, ça marche quand même. Donc, a priori, pour faire très court, c'est simplement que les zones qui sont stimulées du coup par la resurvenue du stress, en gros, c'est des zones qui sont aussi stimulées par des actions motrices, donc que ce soit les yeux, les doigts. Et en gros, le fait de faire des actions motrices tout en reparlant du traumatisme qu'on a vécu, ça permet un petit peu, entre guillemets, je fais une grosse parodie, de noyer le stress dans un ensemble. Okay. Et donc de l'atténuer. Je vais vraiment pas aller beaucoup plus loin là-dessus. Il faut savoir aussi que ça a été signalé par la Miviludes, le MDR, mais encore une fois, j'ai regardé, ça a été signalé dans le cadre où c'était pas des psychothérapeutes qui l'exerçaient. Ouais. Voilà, donc à garder en tête encore une fois. J'avais une étude sur 30 ans de rétrospective de MDR. Ouais. Je me souviens que je l'avais utilisé pour mes études. Si un jour ça vous intéresse, pourquoi pas. Bah, tu pourras mettre. Ouais. Voilà. Et sinon, effectivement, on en a déjà parlé, j'avais mis quid de l'hypnose. Voilà. Donc il y a apparemment quelques petites indications, mais further research are needed. Voilà. On a besoin de plus d'études. Ok. On a Père Crétal qui nous demande un neurotag. Est-ce que tu peux développer un tout petit peu ce que tu veux dire, Antoine, ou pas du tout ? Ouais, je veux bien aussi. Bonsoir à tout le monde en tout cas. Donc on jongle entre le chat de YouTube, les infos là sur Discord. Donc si on peut avoir un peu plus d'infos... Antoine, on est preneur. Qu'est-ce que tu évoquais du coup sur ton neurotag ? Par rapport à l'EMDR ou par rapport à autre chose ? Alors ? Non. Bon ben, ça marche. Eh bien, bonne soirée, Antoine. Ok. Bon. Au pire, si tu veux détailler, tu nous enverras un message, il n'y a pas de souci. C'est trop long, ok, ça marche. Bon, bah, au pire, tu peux nous l'envoyer sur Discord, t'as de la place pour écrire, tout va bien. Il y a un petit rapport avec la douleur. Par rapport à l'EMDR, apparemment. Il disait que c'était par rapport à l'EMDR. Bon, on pourra détailler si besoin, soit en commentaire ou sur le Discord. Donc ça c'était les différentes psychothérapies EBP. Est-ce que du coup il y a un apport de la psychologie à l'ostéopathie ? Comment on peut incorporer les deux ? Comment on peut l'utiliser ? Donc on évoquait tout à l'heure Peter O'Sullivan, on évoquait aussi Rémi Ollier là tout à l'heure. Est-ce que tu as des choses particulières à dire sur ça, soit toi, Franck, ou Arthur ? Ou des gens dans le chat. Je te dérange pas si je commence, Franck ? Vas-y, commence. Pas de souci, Arthur.
Donc on a lancé le débat là, sur Discord lundi de la semaine dernière. Donc on a demandé sur le Discord qui, en tout cas, on a demandé qui connaissait l'ostéopathie éclairée par la psychologie, qui connaissait les différences entre la psychologie et la psychothérapie, donc ce qu'on vous a évoqué aujourd'hui. Et puis, est-ce que les gens intègrent, en tout cas les ostéopathes, intègrent cette pratique dans leur pratique de cabinet? Et en fait, ce qui a été marrant dans la discussion, donc j'ai volontairement pas répondu, pas relancé, puisqu'on savait qu'on avait cette présentation. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, les gens sont tout de suite orientés sur psychologie égale troubles mentaux. Ouais, j'ai vu la même. Donc, on réoriente. Et en fait, du coup, quand on redéfinit les choses comme l'a fait Franck, la psychologie, c'est pas uniquement les troubles mentaux. La psychologie, c'est l'étude de l'ensemble des comportements du cerveau et de la cognition, finalement. Et donc, vu que c'est l'ensemble de la cognition et des comportements du cerveau, c'est finalement hyper applicable au cabinet. Et c'est pas juste les troubles mentaux qui sont une partie de la psychologie et une partie où, effectivement, pour le coup, je pense que notre place est hyper importante dans le triage. Donc comme je le disais quand je présentais l'article, c'est de reconnaître les facteurs de la dépression, c'est de reconnaître les facteurs de risque, les facteurs plus importants, les idéations suicidaires par exemple, et de savoir réorienter ces gens-là. Par contre, sur d'autres troubles, il y a un impact important de la psychologie. Et est-ce que dans ces troubles-là, par exemple de la douleur chronique, par exemple de la douleur musculo-squelettique, par exemple de la douleur nociplastique, de la douleur référée ou d'autres choses, est-ce que dans ces troubles-là, il n'y a pas une part importante de la psychologie à laquelle on pourrait s'intéresser, à laquelle on pourrait utiliser des outils qui existent dans les psychothérapies? Est-ce que c'est de la psychothérapie ou pas? C'est une question en vrai qui est à la fois pour Franck, à la fois pour moi-même. En vrai, j'ai pas la réponse à la fois pour tout le monde. Mais c'est de se dire que finalement, sans doute qu'au cabinet, on utilise de manière indirecte, par l'entretien motivationnel, des outils techniques qui atteignent la psychologie, qui sont pas uniquement sur de la thérapie musculo-squelettique finalement. Et c'est marrant que ce débat se soit hyper orienté sur les troubles mentaux, j'y touche pas, je me lance pas dedans, je vais pas trop loin dans le truc. Alors qu'au final, la douleur chronique, il y a une partie de psychologie, c'est pas un trouble mental à proprement parler, quoique on pourrait avoir une partie de troubles mentaux, mais il y a de la psychologie à intégrer et à prendre en charge. Qu'est-ce que t'en pensais, Franck, par rapport à ces débats? Complètement, j'ai vu le même truc que toi. Et je m'étais dit justement à un moment donné que dans les commentaires, on s'était trompé, on avait fait l'apport de la psychothérapie. Et si justement ça a été pris au mot, apport de la psychothérapie, dans ce cas-là, ils ont bien répondu. Mais, oui, c'est ça. Ouais. Mais effectivement, c'est plus apport de la psychologie. On ne fait pas d'apport de la psychothérapie, c'est les outils de la psychologie. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, l'apport de la psychologie dans Alors, l'ostéopathie. c'est les outils de la psychothérapie dans la psychologie et dans le traitement des troubles musculo-squelettiques. Oui. Et du coup, alors j'ai pas réussi à retrouver la source, je l'avais eu de la part de Jerry Draper-Roddy, mais en gros, il me semble que la comorbidité, le fait d'avoir du coup une pathologie mentale, par exemple, est un facteur qui double quasiment les chances du coup d'avoir une douleur chronique. Donc ça veut dire qu'il faut penser faut penser de base au fait que le patient qui a une douleur chronique a peut-être un trouble mental, pas forcément un truc connoté ultra grave, mais juste un trouble anxieux par exemple. Et après, vis-à-vis du modèle biopsychosocial, on connaît déjà très bien du coup l'implication du coup de la sphère psychologique, donc ne serait-ce que les croyances. Le catastrophisme et toutes ces choses-là du coup qui vont induire tout ça. Donc ça c'est juste des outils qui permettent un petit peu de cibler quel public on a en face de nous. Mais du coup, quels sont les outils qui pourraient nous permettre d'interférer finalement dans ces modèles de croyances et dans ces comportements-là. Donc ça je pense que c'est quand on parlera du coup de la TFC qu'on y viendra, parce que pour moi la TFC c'est ni plus ni moins que ça, hein. C'est de l'application d'outils psychologiques afférés à la douleur de toute façon. Ok. Est-ce que tu veux qu'on en parle tout de suite, Arthur, de la TFC?
Bah ouais, on est parti. Eh bien, c'est parti. Ouais, bah vas-y. Qu'est-ce que c'est la TFC, Arthur? Bah, la CFT ou TFC, donc la thérapie fonctionnelle cognitive, ça a été développé par Peter O'Sullivan depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Ça a été repris en France par, on le citait tout à l'heure, Rémi Ollier, qui lui s'est un peu détaché de Peter O'Sullivan. Le principal problème de la thérapie cognitivo-comportementale, c'est l'évaluation dans les articles scientifiques. Il y a un biais hyper important, c'est que Peter O'Sullivan est systématiquement cité dans les auteurs de tous les articles portant sur la thérapie cognitivo, enfin, TFC, pardon. Ouais. Donc ça, c'est un peu comme finalement Kuiper-Pims de tout à l'heure. Ça comporte un biais important parce qu'il défend forcément son bout de gras. Mais en gros, on y est, hein, l'idée c'est l'application de la thérapie cognitivo-comportementale, donc l'application des croyances limitantes, des comportements vis-à-vis de la douleur, vis-à-vis du trouble musculo-squelettique, dans le traitement, et puis aussi dans la façon dont le patient perçoit son trouble. Ok. Et puis, je sais pas, ouais. Et puis, du coup, l'objectif de Peter O'Sullivan, ça se rapproche finalement de l'entretien motivationnel, où ça va être d'essayer de comprendre quelles sont les circonstances, quels sont les comportements, quelles sont les croyances du patient vis-à-vis de sa douleur et vis-à-vis de ce trouble, et de se dire que finalement, juste en faisant l'inverse, en lui faisant prendre que sont des consciences, par exemple, que sont des croyances, en lui montrant qu'il n'y a pas de raison que ce genre de choses soit une limite pour lui, par exemple sur la lombalgie, qui est forcément le truc le plus étudié, sur la lombalgie aiguë ou la lombalgie chronique, le fait de se pencher en avant ne devrait pas être douloureux, en tout cas sans port de charge. Et donc, c'est de se dire que juste ça, c'est un comportement qui est plus adapté, en tout cas par rapport aux circonstances, et c'est uniquement, alors peut-être pas, c'est là où il y a un biais, c'est uniquement de la psychologie. C'est-à-dire que le patient a du catastrophisme, a de la kinésiophobie, qui entraînent et qui vont augmenter sa perception de la douleur. Sa perception de la douleur. Est-ce que tu voulais rajouter des trucs là-dessus? Moi Oui. Là, tu étais dans la description pour l'instant. En termes d'outils de traitement, ce qui était assez rigolo, c'était de mettre en fait des ambivalences chez le patient. C'est-à-dire, il n'arrive pas à se pencher en avant. Bah, par exemple, on le fait s'asseoir et on le fait se pencher en avant. Si assis, il arrive à se pencher en avant, il a le dos arrondi, de lui faire remarquer que là, il a le dos arrondi et qu'il a pas mal. Voilà. Changement de contexte. Changement de contexte. Et on peut même pousser la personne, une fois qu'elle est penchée en avant depuis la position assise, à se lever dans cette position. Elle va se retrouver penchée en avant. Et il se peut que cette personne, du coup, se retrouve penchée en avant sans douleur. Ça peut arriver. C'est assez impressionnant quand ça arrive. Ouais, changer le contexte, mettre de la dissonance, pas laisser le patient tout seul après, donc lui proposer une explication, et un peu de pédagogie de douleur derrière. Et il y a plein de méthodes que je connais pas personnellement. Pareil, dans la formation du coup qui est dispensée par Laurent Fa, Marco Gaboutier et Jerry Draper-Rodi, il y avait une introduction un petit peu à ça. Alors il a dénominé pas du coup TFC, mais c'était ça, hein, ça ressemblait clairement à ça. Notamment sur les mouvements d'épaule, notamment sur les douleurs lombaires. Il y a beaucoup de vidéos à disposition sur YouTube aussi, mine de rien, de Laurent Fab à ce sujet-là. Comment se pencher quand on a mal au dos et qu'on a peur de se pencher. Et même, il me semble qu'il y a une vidéo de Peter O'Sullivan Ouais. Il y a une sur ou deux YouTube. conférences, je crois que tu peux voir assez facilement. Ouais. C'est sur leur chaîne, je vais te le dire tout de suite. Pas sur Noy Group. Je confonds. Alors, je sais plus si c'est sur Noid Group. Ah non, ça doit pas être sur Noy Group, c'est Butler. J'ai regardé il y a pas longtemps en plus. Mais en tout cas, il y a des exercices qui peuvent être mis en application assez rapidement finalement. Et après, entre guillemets, pour le coup, là, ça demande aussi de s'adapter un petit peu à chaque patient. Pour ceux qui ont peur de perdre l'individualité
de chaque patient avec le BP, bah non, au contraire, là, il y en a une. Euh, et... La chaîne du coup que je voulais citer, c'était Modern Pain Podcast. Mhm. Ou non, c'est Modern Pain Podcast. Je sais que là, il y a eu quelques trucs de Peter O'Sullivan où ils font des espèces de visio où tu peux échanger. Et après, il y avait aussi certaines que j'avais regardées. Alors, il y avait sur différentes chaînes. Au pire, on pourra les mettre. Il y a notre cher Antoine qui nous dit aussi à l'université de Curtain qui évoquait aussi. Merci Donc, Antoine. voilà. Donc apparemment tu ne suis pas ces cours, Arthur. Tu n'es pas assez assidu à ces cours. Tu Ouais, aurais ouais, dû. ouais. Donc J'ai voilà. corrigé directement, j'ai corrigé. Bon, Je l'ai parfait. partagé sur Discord, la vidéo. Ok. Je sais pas si je peux la mettre Oh, ici. ça mais trash si. talk, là. Ouais, tout de suite, je me fais attaquer, pas le droit à l'erreur. Non, non, pas droit, d'accord. Ok. Du coup, tous ces outils-là, on peut donc, on évoquait les formations de Fabre. Mhm. Ça, c'est des outils qui montrent aussi. C'est des outils qu'on peut acquérir. Comment on peut apprendre à faire de la TFC? Comment on peut se former à des outils comme ça? Alors, bah, du coup, Arthur, je crois que tu as la possibilité de faire une formation, toi, je crois. Alors, de toute manière, il y a la formation en Angleterre de Peter O'Sullivan, Ouais. Ok. qui est accessible aux ostéopathes. Il me semble que par exemple sur les réseaux Instagram, Oliva Ferrand de Touch of Science l'a fait 2 fois. Ok. Euh, donc elle est accessible, faut juste aller là-bas et puis parler anglais. Ouais. Il y a en France, du coup, on le citait tout à l'heure, la formation de Rémi Ollier avec Elsa Ismaoff, Oui. qui est la psychologue, Ok. qui est pour le coup aussi accessible, il me semble, aux ostéopathes. D'accord. Qui est, ce qui est intéressant. Alors, j'ai partagé aussi sur Discord, pas sur YouTube, l'entretien, le cookie learning, donc de la pratique informée sur la psychologie avec Rémi Ollier, qui Ok. donc parle de la TFC. Oui. Et puis, c'est C'est ça. globalement ce que je connais le plus. Je sais pas s'il y en a d'autres. Pas qu'ils me viennent, moi, en tout cas. Ça me dit rien non plus. Mm. Et alors, Clément évoquait justement, il y avait eu une étude récente ou pas trop récente, c'est ça, hein, sur le fait que finalement c'est un outil, c'est pas l'outil miracle qui résout tout, mais c'est un outil qu'on peut utiliser en plus des choses. Alors, tu me dis hein, si je me gourre, hein, Clément, mais en gros, il y a eu apparemment cette étude qui montre que bah, c'est pas mieux que les autres, ça apporte du plus, mais c'est pas mieux que les autres. C'est ça? N'hésite pas à me dire. Est-ce que c'est ce que tu avais compris aussi, Arthur? Apparemment, tu l'as vu, cette. Ouais, c'est une étude qui est passée d'ailleurs, alors ce qui est rigolo, c'est que pour une fois, c'est une étude dont Peter O'Sullivan n'était pas cité, il me semble, ou alors qui Ok. était cité, je sais plus, bref. Qui prouve qu'effectivement, enfin qui me démontre, qui suggère qu'effectivement, il n'y a pas de différence dans la prise en charge d'une lombalgie chronique avec thérapie cognitivo-comportementale, enfin avec CFT, pardon, ça y est, je mélange les deux. Donc avec thérapie cognitivo-fonctionnelle, comparé à de la physiothérapie, donc de la kinésithérapie avec des exercices. Ok. Je pense que c'est un peu comme ce qu'on évoquait tout à l'heure entre l'ITP et la cognitivo-thérapie. C'est de déterminer pour le patient si c'est la méthode, l'outil le plus adapté. En fin de compte, on en revient toujours au même. Sur les préférences du patient, sur les. Ouais. Les préférences du patient, et puis l'état clinique aussi, c'est-à-dire que peut-être que la thérapie, ce type de thérapie est moins adapté si on prend un patient de 77 ans qui a des douleurs récurrentes lombalgiques associées à une dégénérescence du disque, associées à une arthrose avancée. Peut-être que finalement l'impact mécanique, ou en tout cas inflammatoire dans ces douleurs, est plus important que l'impact psychologique. Peut-être aussi que chez le sportif. Et donc en fait, c'est sans doute de se dire que c'est finalement comme les autres techniques, c'est un outil qu'on peut avoir en plus, qu'on peut prendre. Ouais. J'ai peu notion, effectivement, dans la littérature de critères applicables, c'est-à-dire que sur
tel type de patient c'est plus intéressant de faire de l'exercice, sur tel type de patient c'est plus intéressant de J'en ai faire de la thérapie manuelle. j'en ai une là-dessus. Je suis en train de la rechercher justement, mais je la retrouverai quand il faudra la partager. Parce que je sais que tu as un questionnaire sur les. Ah oui, ça. Tu as un questionnaire sur le peur évitement. Hmm. Je te dis le nom directement, je dois l'avoir là. Je sais que tu as des questionnaires sur justement sur le côté catastrophie, sur le côté psychologique de la compréhension de la douleur. Alors, donne-moi juste un petit instant que je sorte mon petit fichier. Hop. En tout cas, il y a des trucs, ouais, mais on en revient toujours un peu à la même histoire, c'est qu'à la fin, il faut, finalement, il faut catégoriser ces patients pour les décatégoriser, pour les prendre en charge de manière multiple, mais il faut sans doute essayer de comprendre ce qui sera le plus adapté pour eux. Il n'y a pas une solution miracle, sinon Peter O'Sullivan ce serait déjà appliqué dans beaucoup d'écoles et ce serait déjà un peu plus, comment dire, un peu plus répandu, un peu plus spread. Mais voilà. Il y a juste, je la retrouverai en temps voulu, il y a juste des études qui montrent que à certaines durées de douleur, en fait, certaines approches sont de base un petit peu plus efficaces. Notamment les exercices sont les plus efficaces de mémoire en dessous de 3 semaines. Les thérapies manuelles deviennent intéressantes entre 3 et 6 semaines, c'était une moyenne. Et puis au-delà de 3 mois, les TFC devenaient un peu plus intéressantes dans les prises en charge. Donc je me rappelle de ça. Il y avait quand même un rapport avec les histoires de sensibilisation centrale et de chronisation de douleur. Et après, bien entendu, il y a quand même la préférence du patient. Quelqu'un qui est complètement hermétique, du coup, à des questions ouvertes ou autres. Il y a des gens, on leur pose des questions ouvertes, ils répondent pas, quoi. Donc là, c'est même pas la peine d'essayer. Il y a des gens, ils viennent chercher une thérapie passive où ils se font manipuler. Voilà, faut manipuler. Et puis, non, effectivement. Sur les questionnaires qui étaient évoqués, donc il y avait le côté, on évoquait le start back, mais plus sur sur le côté aussi risque de chronicisation de la douleur. Il y avait les Rébro, mais si je me souviens bien, Mathis avait dit qu'il n'était pas hyper fiable finalement. Je veux pas dire de bêtises, mais si on refait un point en début d'année avec Mathis sur les évaluations, je pense qu'on pourra mentionner ce questionnaire-là. Sinon, l'autre questionnaire qu'il y avait, il faudra que je revoie avec Mathis, il est assez fiable aussi, mais il y avait c'est le FABQ, Fear Avoidance Belief Questionnaire. Celui-là est vachement étudié. Comment ? Celui-là est vachement étudié, on le retrouve souvent dans la littérature. Ouais, donc c'était celui que j'avais mis dans mon listing des questionnaires sur le fichier Excel et qui est assez facile à mettre en place en soi. T'as pas énormément d'items, hein. T'as 16 questions globalement et ça se fait assez bien. Et c'est assez facile à mettre en place. Donc voilà. On a eu quelques petits échanges là du coup sur le Discord. Dans le chat, Odious, il précise un truc qui est hyper intéressant, c'est qu'effectivement souvent il y a des questionnaires très pertinents pour phénotyper, pour orienter vers un type. Seulement c'est des questionnaires hyper précis, donc là par exemple on a Start Back Pain, et en fait on a vite fait sur la douleur récurrente, sur la douleur chronique, d'avoir un cumul des questionnaires pour avoir finalement un phénotypage. Donc c'est quelque chose qui peut prendre du temps et qui n'est pas toujours le plus pertinent. Finalement, on en revient sur, comme il dit, un entretien semi-structuré avec des questions ouvertes où on essaye de comprendre le patient, un peu comme la méthode LIFE que je vous ai présentée dans l'article. Pour évaluer la dépression, ils prennent les critères de dépression et puis ils posent des questions qui vont dans ce sens-là, afin de voir si, plutôt en faisant du semi-structuré, de voir si on rentre dans ce type-là. Parce qu'effectivement, le fait de faire tel ou tel questionnaire, on va se retrouver à demander aux patients d'en remplir 10 en début de consultation avec des questionnaires. Et tu perds la relation thérapeutique avec ton patient. Donc finalement, tu vois, il y a plus ce côté humain qu'on pourrait avoir dans la prise en charge. Et du coup, c'est là où tu fais un peu ta balance. Est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que j'arriverai bien à le placer ? Clément évoquait qu'on peut pré-envoyer les questionnaires avant les consultations, mais encore une fois, faut une population qui est assez habitué à utiliser soit des questionnaires en ligne ou soit des choses, enfin la nouvelle technologie globalement, hein, tous ne peut pas le faire.
Et bon, c'est là où c'est difficile à doser. Je suis pas sûr qu'il y ait de recette particulière. Si vous avez... Après, ce qui peut être pertinent pour le coup, c'est peut-être de connaître ces questionnaires et de les intégrer dans l'entretien de manière indirecte. Ouais, C'est-à-dire de connaître les critères de ce questionnaire, par exemple, exemple tu fais tout simple qu'on connaît des thèmes globalement par question, tous. quoi, finalement. Le DN4, on connaît globalement les 10 critères, on connaît les critères de douleur neuropathique. Mhm. Est-ce que c'est pertinent avant la consultation de faire cocher les cases, ou est-ce que c'est pas plutôt pertinent de poser des questions ouvertes Ouais. et de se les cocher nous-mêmes dans notre tête et de Ouais. se dire ah putain, ça rentrerait bien dans ce questionnaire-là. Mm. Et du coup, en fait, d'avoir connaissance des questionnaires sans les utiliser ou les utiliser de manière indirecte. Ouais. Peut-être que c'est plus pertinent que de faire remplir par le patient. Et puis ça permet aussi d'adapter notre niveau de langage en fonction du patient qu'on a en face. Parce qu'il y a des questions sur les questionnaires, au niveau parlé, il n'est pas forcément adapté à toutes les personnes. Donc ça peut être intéressant aussi. En fait, finalement, je vais mentionner du coup Antoine Michaud qui était dans l'émission sur la recherche. On en a discuté aussi, savoir comment lui il intègre. Alors c'était pas dans l'émission, mais on a fait une petite discussion en off. Et en fait, lui dans ses questionnaires, il dit ok, telle question, ça évoque tel thème, le catastrophisme ou la peur ou la fonction ou les choses comme ça. Et du coup, quand il va poser des questions au patient, il va se dire, ok, sa réponse, ça répond à peu près à la question, donc ok, je mets positif ou négatif. Et du coup, ça permet de finalement quand même poser les questions en adaptant un peu notre langage. Et au moins, ça permet de ne pas diminuer en tout cas la relation thérapeutique qu'on a avec le patient, quoi. Ok. Donc c'est une façon aussi d'intégrer directement les items des questionnaires. Est-ce que tu as d'autres choses à noter sur ça? Emen rebondit en disant que le problème de faire ça à l'oral, c'est que la comparaison d'une consultation à l'autre est difficile. Ouais. Effectivement, C'est plus subjectif, quoi. c'est peut-être plus subjectif. Alors peut-être qu'on pourrait le faire à l'oral et quand on se rend compte que vraiment c'est hyper pertinent, que ça rentre bien dans le cadre, le faire à l'écrit et faire une comparaison avant-après, je sais pas. Est-ce que finalement c'est toujours... Mais je suis d'accord que du coup, de le faire à l'oral, on se biaise du principe même de faire un questionnaire. Qu'est-ce que Le truc dont je parlais tout à l'heure. c'était des comparaisons de différentes approches thérapeutiques sur la douleur lombaire simple. Ok. Voilà, dont je parlais tout à l'heure. Bon, on le mettra aussi en Ouais. description. Alors c'est ok, parce que du coup, Franck me l'envoie en même temps. Ouais, comme ça, tu pourras me dire si je dis de la merde. Ok. Est-ce que vous avez d'autres points à développer? Parce que je Euh, vois l'heure qui tourne, c'est pour ça. On est déjà à pratiquement 2 heures. Donc, est-ce On que... sait pas faire rapide. Non, c'est pas fait rapide, hein. Non. Je pense qu'un jour, on va juste laisser la caméra tourner. Et en fait, on va parler Ouais, c'est clair, on passera. pendant 10 jours. Ouais. Ok. Il y a une question qu'on n'a pas abordée, mais je pense que effectivement c'est trop long et puis c'est pas très très grave. Il y en a certains qui savaient pas trop quand et comment réorienter vers un psychologue Ok. Ouais. quand ils voyaient qu'il y avait comment dire, un problème. Alors j'ai pas la réponse absolue à ça. Après je sais pas comment vous faites par exemple. Moi j'ai une petite méthode, mais Non, mais vas-y, partage. Parce que du coup, vu que tu m'as dit ta méthode, j'utilise ta méthode. Mais... non, mais dans les entretiens ouverts, justement, de toute façon, les questions sur le moral, sur l'état d'humeur viennent, en fait. Nous, comment est votre moral en ce moment? Comment est votre sommeil? De fil en aiguille, on peut arriver à des troubles du sommeil, donc comment ça joue sur votre humeur, et ainsi de suite. Et puis, à un moment donné, la personne, elle peut effectivement dire qu'elle va être dans un état assez déplorable au niveau de l'humeur en ce moment. Et là, il n'y a rien qui empêche de demander bah, qu'est-ce qui se passe. Et après, la personne déroule ou non. Et ensuite, bah, si la personne admet, enfin pour moi c'est comme ça que je fais, si la personne admet une certaine anxiété, un certain stress, la question que je lui demande c'est comment est-ce que vous le gérez. Si la personne en fait elle a des tips pour le gérer, bah je considère qu'il n'y a pas besoin. Par contre si elle est en incapacité de gérer en fait les troubles qui l'envahissent et que ça a un retentissement sur sa qualité de vie, bah c'est là que je me dis, déjà on en parle donc, pour que la personne s'en rende compte. Et en fait c'est à partir de là je fais bah qu'est-ce que vous avez fait pour essayer de solutionner ça. Et généralement, la personne va finalement assez facilement parler du psy elle-même en faisant comme ça. Moi, j'ai plutôt eu des trucs comme ça. Ou alors, en tout cas, quand elle ne l'amène pas, le fait de se poser la question, mais de manière totalement neutre, avez-vous déjà voulu consulter un psychologue? Oui, non. Voilà, si c'est non, c'est non. Et puis si c'est oui, pourquoi ne l'avez-vous pas fait?
Voilà, et en fait, de dérouler le fil sans jamais dire allez voir un psy. Hmm. Moi, c'est comme ça que je fais. Pour le moment, j'ai vraiment jamais eu de soucis majeurs. J'ai vraiment jamais eu de soucis en fait Ok. avec cette méthode-là. Juste poser des questions ouvertes et tirer un peu le fil. Ok. Voilà. Si vous avez d'autres tips, d'autres astuces, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo-là, ou alors nous les partager directement dans la discussion qui est dédiée hein, sur le Discord. Le lien est dans la bio. Toi, tu fais. Ouais. Eh ben, C'est c'est à vrai peu que j'ai près pas, pareil. Hein, j'ai c'est- pas évoqué tout à l'heure Ouais. sur la psychologie. C'est vrai qu'il y a Tamar Pincus qui fait une formation avec l'agence EBP sur l'intégration de la psychologie dans les troubles musculo-squelettiques. Ok. Et elle, pour le coup, sur tout ce qui est anxiété, dépression, c'est justement comme disait Franck, c'est-à-dire en posant des questions sur la façon dont le patient manage son truc, Oui. qu'elle fait la part des choses. C'est-à-dire que si le patient est conscient qu'une situation provoque chez lui ou génère chez lui de l'anxiété, mais que il arrive à la gérer, il la comprend, il sait à quoi elle est associée, elle va pas avoir tendance à réorienter. En tout cas, elle va pas avoir tendance à orienter puisque c'est ce qu'on appelle une bonne anxiété. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une réaction normale à, à une situation qui peut être gênante, problématique, C'est juste l'adaptation. Quoi. ainsi de suite. C'est ça. Par contre, si cette situation perdure et on peut avoir des symptômes qui du coup rentrent dans les critères de dépression, un trouble du sommeil, ce genre de choses, ou si le patient ne voit pas comment, entre guillemets, sortir du tunnel, comment sortir de cette situation, que cette situation est trop récurrente, qu'elle a trop d'impact et qu'il n'arrive plus à la manager, c'est là qu'elle va avoir tendance à dire qu'il faut orienter. Donc ça rejoint clairement ce que disait Franck sur la façon dont le patient perçoit en fait son trouble et dans la façon dont il arrive à le manager. Bon, bah tant mieux. Bah, c'est ça, c'est savoir si est-ce que la personne a des outils et déjà aussi savoir s'il est en demande d'outils parce que des fois vouloir les emmener vers une psychothérapie, ben en fait c'est un gros frein aussi à se dire parce qu'on a encore cette relation de psychologie, bah, je suis pas fou. Mais comme on a pu le voir sur le Discord, hein, je vais voir un psychologue, mais non, j'ai pas de pathologie mentale. Mais c'est pour ça qu'il y a encore aussi de la pédagogie sur l'explication pourquoi on veut travailler telle ou telle chose. Donc ça prend du temps, mais en tout cas, moi je trouve que c'est une bonne chose. Je fais de la même façon aussi, à savoir s'il y a comment c'est géré, quel outil a été déjà mis en place, et si elle est en demande de nouveaux outils ou d'autres façons de faire. Parce que des fois, ils me disent juste oui, je fais de la psychanalyse, et bon, il y a peut-être d'autres outils qui peuvent être intéressants à mettre en place. Là, tu vois, Est-ce que ça vous au aide contraire, dans la thérapie interpersonnelle et dans la thérapie cognitive, sur la dépression, ils ont tendance à dire que c'est une maladie, que c'est une pathologie, parce que ça permet de déculpabiliser le patient. Donc c'est pas non plus de dire C'est c'est un trouble anxieux, c'est pas une maladie, mais le psychologue il traite pas les maladies, machin. C'est au contraire de dire que vous avez c'est normal, c'est un trouble anxieux, c'est des symptômes dépressifs, c'est un état dépressif, c'est une maladie, c'est pas de votre faute. Ça vous impacte directement, ça impacte aussi votre quotidien, ça impacte aussi vos relations, notamment dans la TIPS. Et c'est cette maladie qu'il faut traiter, c'est pas vous, c'est pas une dégénérescence mentale, c'est pas un trouble de l'id. Enfin voilà. C'est un trouble mental, effectivement, mais c'est pas une pathologie mentale. Ouais. Oui, mais c'est ça, c'est qu'il y a encore trop cette connotation, peut-être folie et psychologue. Peut-être que je me suis un peu mal exprimé sur ça, Ouais. mais c'est pour ça qu'il faut qu'on verbalise et qu'on rassure les patients, quoi. Est-ce que vous avez d'autres choses particulières à noter? Comme je vois qu'on est bientôt 23 heures. Toujours quand on se rapproche de la fin, la Clément s'excite. C'est vrai, pourquoi? Oula. Regarde dans la cour, là, il s'arrête plus. Ouais, c'est ça, le temps passe vite en votre compagnie. Ok, Non, globalement, ce que Clément disait, c'est qu'en fait, Peter O'Sullivan parle du fait que prendre le temps de faire la consultation, c'est mieux en fait de prendre du temps, quitte à faire une bonne consultation, plutôt que de faire des consultations moins qualitatives mais qui prennent moins de temps. Il dit que globalement, on fera des meilleurs soins, ça coûtera moins cher à la société de prendre le temps de faire les consultations, donc de prendre le temps de faire des questionnaires, de prendre le temps d'appliquer certaines choses. Donc ça, c'est le principe de
C'est le principe, enfin, c'est la vision des choses de Peter O'Sullivan qui est en train de partager Clément. Ok. Et ce qui est totalement proche de l'ostéopathie, où on est aujourd'hui sans doute l'une des professions de santé qui prenons le plus de temps avec le patient. Oui. Je regardais les petites notes de Corentin qui dit qu'il est physio et encore moins français. C'était quoi? On avait précisé qu'il était australien, c'est ça? Non. Je sais plus. Alors, je crois qu'on l'a pas précisé, mais Ok. bon. Si, il est australien, putain. Si, faut que tu me Peter dis. O'Sullivan. J'aurais dit australien, mais... Ouais, Corentin, juste type, dit que les statuts sont différents effectivement entre un physiothérapeute anglo-saxon ou un ostéopathe français. Ouais. Rien qu'en termes de juridique ou d'autres choses, les statuts sont complètement différents. Sans doute que sa prise en charge, en termes de timing, en termes de socio-économique, n'est pas du tout la même que la nôtre. N'a pas Ouais. du tout la même place dans le système de soins que nous l'avons. Mais ça reste toujours un outil pertinent, pourquoi pas mettre de côté. Ça demande encore, comme on disait, plus d'évaluation et plus d'évaluation indépendante de Peter O'Sullivan. Mais voilà. Ok. Ok, et ben si ça vous va, on va finir le live sur ici. Vous pouvez continuer les discussions dans les commentaires sur YouTube ou venir sur le Discord, vous pouvez nous rejoindre. Il y a une discussion qui est lancée régulièrement. Là, la prochaine sera, je pense, dans 2 semaines ou peut-être début d'année. S'il vous plaît, laissez-nous peut-être faire les fêtes de fin d'année. Et sinon, on n'oublie pas le code promo chez Ostéopathe Pro, nos chers collègues qu'on aime beaucoup. Donc, le code promo, ça sera pack de demain. Tu n'hésites pas à me dire si je me trompe, Clément, qui nous permet du coup d'avoir une réduction de 40 € sur leur pack d'installation. Donc, pareil, je vous mettrai le lien qui vous montre à peu près tout ce qui se passe dans ce pack d'installation. Il y a l'accès au logiciel, il y a aussi de l'aide individuelle, il y a aussi du partage de stats pour aussi vous aider à vous installer, sélection du secteur, des choses comme ça. Donc, il y a pas mal d'outils qui sont proposés dans ce pack. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour sur leur site et je mettrai donc le lien en description. Et donc, n'oublie pas le pack de demain. Voilà, je mettrai un petit code promo là, comme ça. Comme tous les super influenceurs beauté. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous deux pour cette présentation. Donc, on n'oublie pas de commenter, de partager, abonnez-vous. Ça, c'est important pour le soutien de la chaîne. Ça nous motive à faire encore d'autres formats, à continuer en tout cas dans tout ce qu'on fait actuellement. Bienvenue au nouveau sur Discord. Il y a plein de choses qui se passent sur Discord. Il y a beaucoup de discussions, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord. C'est toujours très intéressant. Je vois qu'il y a de plus en plus de monde. Je crois qu'on a dépassé les 250. Donc, et encore, ça augmente encore plus. Donc c'est vraiment top. Je vous dis à tous bonne soirée. Bonne soirée Merci à toi. beaucoup. Merci à toi. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Bonne soirée à tous. Salut.